Bonsoir, merci de votre ponctualité. Et notre thème ce soir, les violences et leurs masques. Il est bien question là, effectivement, de toute notre vie bien incarnée dans une culture, dans une famille, dans une société, avec donc des différences et de sensibilité et de perspicacité. Sensibilité pour identifier et sentir les violences, perspicacité pour identifier les masques. Hein. Ça sera les deux. Première chose que j'ai trop peur d'oublier et qui me vient à l'esprit grâce à vos différentes questions préliminaires, c'est qu'ici, dans ce lieu, en ma présence, il est formellement interdit de parler de quelqu'un de violent. Et ça, j'y tiens beaucoup. Je vais pouvoir dire que je me surprends en train d'avoir une parole violente, un acte violent, un comportement violent, mais jamais, jamais moi violente. Parce que là, ça me permet de commencer par une révision. J'en aurai quelques autres, bien sûr, pendant cette soirée. C'est que une des premières façons d'être dans du respect, c'est de distinguer la personne et ce qu'elle fait. Et c'est pas parce que quelqu'un dit un mot violent qu'elle est violente. C'est pas parce que je vole que je suis voleuse, c'est pas parce que je dis une bêtise que je suis bête et patati et patala. Ne l'oubliez plus jamais. Comprenne qui pourra. Voilà. Donc ça, c'est déjà une façon d'introduire ce préliminaire-là à quelque chose qui est une des confusions majeures de notre culture et qui va faire que nous sommes dans ces confusions dont je vais parler abondamment tout à l'heure. Bonsoir Marie, je vous invite à vous asseoir. Alors, j'ai choisi 4 sous-titres pour notre soirée récréative. Ça sera d'abord de la maladresse à la violence, de la maladresse à la manipulation. Ça, je vous invite bien sûr à voir ça. Ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est sachons distinguer, nous allons le faire jusqu'à 22h, quelque chose qui a à voir avec l'agressivité, dont je redis qu'elle est biophile, que c'est parce que je résiste, je proteste, que je vais rester en bonne santé. Et on sait que dans les hôpitaux, on a noté que les personnes qui sont capables de protester, de se plaindre, de rouspéter, vont cicatriser plus vite, vont avoir une convalescence moins longue. Donc l'agressivité, ici, elle est bienvenue, elle est célébrée comme quelque chose d'une aptitude à défendre son territoire et à mobiliser son énergie du côté donc de la réparation, de la protection de son territoire, etc. Donc ensuite, j'aimais bien aussi un sous-titre qui est passer du doute au dogme. Le doute étant aussi cette chose que je vais mettre dans mes tableaux tout à l'heure. Douter, effectivement, c'est se dispenser d'être tout de suite dans contrôle ou manip. Je doute, donc c'est un moment en suspens comme ça, et que si je ne suis pas capable de supporter l'inconfort du doute, je vais être menacée effectivement d'être du côté du dogme. Et quand je parle du dogme, je vais en parler bien sûr tout à l'heure dans les situations d'emprise, mais nous avons surtout à penser aussi aux états totalitaires, où là le doute est interdit. Tout est immédiatement récupéré pour être du côté du contrôle, et du contrôle non seulement sur les actions, mais je vais le voir tout à l'heure, sur les esprits, sur les sensibilités, sur l'identité, etc. Mais ça, j'ai fait un autre tableau pour ça. Ensuite, bien sûr, je vais reprendre ce que je mets là de façon plus explicite, enfin si je peux dire. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à jongler dans les expériences que nous avons, dans les expériences dont nous sommes témoins, etc., entre ce qui est explicite, donc ce qui est visible à l'œil nu, à peu près audible, à peu près déchiffrable, à peu près lisible comme violence, à toutes ces violences qui sont donc du côté du masque, qui sont implicites. Les violences ordinaires, ce qu'on appelle les douces violences, toutes ces violences que nous avons achetées parce que c'était ce qu'on nous vendait, et c'était, bien sûr on va le revoir, justifié, expliqué, validé, et que au début, je ne doute pas de ça, quand nous étions hauts comme 3 pommes, nous savions bien que ce n'était pas juste. Et puis nous nous sommes familiarisés avec ces violences, c'était papa, c'était maman, c'était grand-papa, c'était grand-maman, etc. Et nous avons fini par avoir une sorte de couverture, de résignation, de déni et de méconnaissance de cette violence qui a continué à ce travail de sable sur nous.
hein, et qu'on peut voir effectivement comme aussi à l'origine de dépression et d'autres pathologies, de schizophrénie évidemment. Tout ça, bien sûr, est toujours, va pousser sur un terreau de violence. Il n'y a pas de bipolarité ou de psychose maniaco-dépressive sans évidemment ce terreau de violence. Ça n'existe pas. Bien sûr, et ça, je tiens beaucoup à dénoncer un petit peu la façon dont on voudrait éviter, avec ces vocables, d'aller s'interroger sur ces traumas archaïques, ces violences qui n'ont pas été dénoncées. Ça me permet de refaire une petite révision. N'oubliez jamais, effectivement, que la fonction de la personne témoin, c'est d'éviter à la douleur, qui va rester douleur, de devenir destruction. Hein, n'oubliez jamais cette distinction. Nous avons des expériences de douleur, bien sûr, c'est la vie. Ce qui va faire que ces douleurs, ces traumatismes vont devenir destructeurs, c'est le silence, c'est le déni, c'est l'absence de personnes témoins, c'est-à-dire la solitude. Et c'est la solitude qui fait la différence entre les deux. Est-ce que vous l'entendez bien, ça? Oui. Hein? Donc, je répète de mois en mois, évidemment, le précieux des personnes témoins qui vont voir, entendre, regarder, peut-être pas parler, mais je sais à ce moment-là que ce regard va me permettre de récupérer quelque chose de ma légitimité ou mon estime de moi. Quelqu'un a vu qu'il y avait violence. Et pour pouvoir nous identifier, comme on disait tout à l'heure, de la violence, encore faut-il que quelqu'un l'ait vue avant moi. Si personne ne voit cette violence, ne la voit, ne l'aperçoit, etc., je vais l'acheter, je vais la gober, je vais l'intérioriser sans savoir que c'est de la violence. D'où les violences ordinaires, d'où toutes ces humiliations que nous avons achetées comme des outils de pédagogie et que personne ne nous a dit, ça c'est injuste, ça c'est violent, ça peut-être que tu vas devoir le supporter pour être intégré dans je ne sais pas quoi, comme le bizutage par exemple. Le bizutage, effectivement, est vendu comme un outil d'inclusion dans un établissement. Et il y a beaucoup d'autres choses. La performance scolaire, la mode, les soins certaines fois, enfin, les performances scolaires ou les performances sportives. Tout ça, nous l'avons acheté comme le prix à payer pour une socialisation, pour une intégration, pour avoir le droit d'appartenir. Est-ce que vous voyez bien ça? Donc, il n'est pas question forcément de ne pas le faire, mais si je le fais, c'est au moins avec la conscience qu'il y a quelque chose qui est en train d'être abîmé en moi et que plus j'en ai conscience, moins évidemment je vais être menacée. Bienvenue. Et donc ensuite, oui, quatrième sous-titre, c'est du séducteur au prédateur. Hein, encore une fois, pour bien signifier toute cette progression. J'ai tout à fait arbitrairement, pour dire les degrés de cette violence, on va d'abord avoir donc cette maladresse dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, on va avoir la mauvaise foi. Ensuite, avant la mauvaise foi, je vais mettre le mensonge qui n'aurait pas été encore complètement distinct de la manipulation, ce qui est l'objet évidemment d'un autre travail que nous faisons, et j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Ensuite, je vais avoir la mauvaise foi. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est la manipulation. Et ensuite, bien sûr, je vais arriver à cette prédation-là. Alors, les mots, encore quelques minutes sur les mots que je vais employer. Le contraire, bien sûr, de la violence, c'est le mot que je présente à toutes les activités en sens inverse, c'est bien sûr le respect. Le respect, c'est aussi la prise en considération, c'est honorer aussi quelque chose, par exemple d'un contrat ou d'un engagement, c'est l'attention, c'est quelquefois c'est assorti de la patience, mais c'est tout ce souci que j'ai de l'autre, de ses besoins, de son intimité, de son intégrité, de son espace, de sa bulle, comme on dit aux enfants, pour leur faire comprendre effectivement ce concept-là. Donc c'est quelque chose qui a à voir avec le gain, la conquête de l'altérité. L'autre est autre, et parce qu'il est autre, ça suppose pour moi un devoir
de prise en considération de cette bulle, avec tout ce que ça suppose. Donc on est au contraire évidemment de la violence sous toutes ses formes. Ensuite, bien sûr, il y aurait tout un lexique à propos de synonymes, à propos de la violence. Je dirais, bien sûr, il y a les sévices, les abus, mais un mot que je garde comme un des chouchous, c'est ce que j'appellerais l'escroquerie émotionnelle ou l'escroquerie relationnelle. Vous voyez bien, c'est une autre façon de dire le mot, mais il dit bien quelque chose dont nous ne sommes pas dupes a priori. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Quelle distinction tu fais ou tu ferais entre le respect de l'autre, donc c'est faire attention à l'autre? Et de la même façon de faire attention à moi. Ouais, mais par exemple, si l'autre c'est quelqu'un qui est plutôt lent, qui est plutôt. Oui. Voilà, et que à quel moment est-ce que c'est violent? C'est-à-dire si moi je le pousse alors qu'il c'est quelqu'un de lent, Oui. ou si c'est trop lent et que moi c'est insupportable. Après, c'est tout est affaire de négociation, mais au moins là, même si pour les raisons d'une mission, d'un travail à faire, je le bouscule, au moins que ce soit légendé. Au moins que je puisse dire, j'ai conscience que c'est pas son rythme. C'est la légende qui fait la différence. La légende, c'est la même chose que la personne témoin. Je peux dire, je sais là que c'est pas ton habitude ou ta façon de faire, voilà, mais pour telle raison à laquelle je donne priorité, ou pour tel objectif à atteindre, ou tel contrat de résultat, je vais effectivement sans doute te bousculer. Mais ça sera de la difficulté, de la douleur, mais ça ne sera pas la destruction du déni de cette... de ce geste qui peut être agressif aussi. Mais à ce moment-là, ça reste de l'agressivité, ce n'est pas de la violence. Il y a d'autres choses, parce qu'après, bien sûr, il y a une histoire de besoin. Encore une fois, nous n'avons pas besoin d'être continuellement dans pas cette attention, mais cette priorité du rythme. Ce qui est toujours important, c'est la priorité de la relation, de la légende, et de ce souci de mettre en mots, évidemment que c'est la légende même, en mettre en mots ce qui se passe là, de peut-être conflictuel, de potentiellement gênant, mais c'est juste avoir davantage de conscience. Mais tout ça, c'est ce que je vais tenter, bien sûr, d'illustrer, de développer avant 22 heures. Voilà. Merci. Voilà, et donc ce que je garde comme synonyme, ce serait vraiment ça, à part abus. Et dans escroquerie, ce que j'aime bien dans le mot escroquerie, c'est que ça dit de l'explicite, de l'implicite, et ça dit que ça peut accompagner différents degrés. Quand nous parlons d'abus, nous avons déjà franchi quelques marches, alors que escroquerie, ça peut être effectivement ce qui est tellement bien illustré dans le film Attrape-moi si tu peux, bon, qui dit une escroquerie là, financière, etc. Mais ça peut être un début de chantage, la petite manip comme ça, qui a l'air de rien, ça peut être finalement le silence, un geste, toutes ces choses que nous n'avons pas appris à dénoncer, ou à identifier d'abord et à dénoncer ensuite, comme de la manipulation, comme de la violence, mais qui en sont. Et donc tout ça, nous le reconnaissons avec le malaise qui peut être du côté ensuite d'un ralentissement, de l'inhibition, tout ce que je vais mettre évidemment dans mon tableau tout à l'heure. Le harcèlement, oui, bien sûr, le harcèlement, j'avais noté, tout ce qui est dans l'outrage. Le mot que je n'ai pas dit comme synonyme, comme du côté du respect, c'est la précaution. Voilà, et c'est toi, avec ta question, comment est-ce que je peux faire preuve de précaution, de prudence aussi. Donc, tout ça, c'est une d'autres façons de dire ce souci de respect. Un des exemples, ça a été cité tout à l'heure, je vais le dire maintenant de peur d'oublier tout à l'heure, que c'était avec ta question aussi Céline, sur le risque d'interprétation. Je suis déjà très choquée, toujours très choquée, de voir combien on nous a vendu des principes comme si c'était des valeurs. Or la valeur, c'est ce qui donne du sens à ce que nous entreprenons, ce sont les étoiles du ciel pour guider la conquête du monde et le parcours, alors que, et donc ça tire vers le haut, la valeur, alors que les principes n'ont rien à voir avec ça, parce que les principes, c'est à base de peur, c'est à base de peur de la différence, c'est à base de peur du conflit, et les principes, c'est du plomb sous les semelles. Mais vous voyez bien déjà cette illustration, la violence, c'est d'avoir vendu l'un pour l'autre.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple, s'il vous plaît? Oui, avec votre aide, parce que là, évidemment, ça disparaît nettement. Ce que je vais reprendre, c'est ta phrase de tout à l'heure, Céline, qu'on devrait respecter les valeurs des autres. Non, j'ai à respecter vous, qui avez des valeurs, qui avez des idées, qui avez des principes peut-être, mais je n'ai pas à respecter vos valeurs. Et ça, pour moi, ça a été l'objet d'un certain travail, notamment que j'ai travaillé sur le respect, et que ça a été libérateur pour moi, parce qu'on m'avait fait croire que je devais respecter les valeurs des autres. Mais non. Parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'en plus, je vous impose la violence de vous identifier à vos valeurs, mais sûrement pas. Moi, j'ai pas du tout envie d'être identifiée à mes valeurs. Je suis moi, qui ai des idées, des principes, des convictions, des valeurs, etc. Mais je n'ai pas envie de cette réduction de moi à des valeurs. Et donc, c'est pas ce que j'ai envie de faire avec vous non plus. Voilà. C'est un exemple entre mille, mais je vois bien combien cette confusion génère beaucoup de violence. Beaucoup. Sur moi, d'ailleurs, et sur ceux avec lesquels je suis aussi en relation. Mais comme à l'inverse, que l'autre impose. C'est ce que je viens de dire, que m'imposerait, voilà. Oui, ça, dans les deux sens. Dans les deux sens. Voilà. J'ai pas envie d'être réduite à mes valeurs, et j'ai pas envie aussi de te confondre avec tes valeurs. Et c'est un exemple entre mille, hein, bien sûr. Alors, je vais passer. Alors, je vais dire deux choses avant de passer mes 4 tableaux. Que ce que j'aime bien, je l'ai déjà dit pour d'autres domaines, ce qui m'aide aussi à faire cette distinction, à identifier, à voir les progressions entre les violences, c'est de distinguer les registres, vous m'avez entendu en parler, du domaine du légal, du domaine de la morale, du domaine de l'éthique et du domaine aussi d'une pratique. Hein. Quelles sont les violences? Est-ce que ce sont les violences qui me sont infligées sur le corps ou bien par une restriction de mouvement ou est-ce que ce sont des choses qu'on m'a fait vendre sur le plan de la morale et qu'on me faisait croire que je devrais respecter le bien et le mal sans du tout donner mon assentiment ou mon opinion? Est-ce que c'est quelque chose qui touche l'éthique, comme ce qui a à voir avec la vie, la mort, et des choses comme ça, avec des questions évidemment qui sont traitées sur un plan légal, avec une référence morale, mais qui sont plus que ça. Voilà, mais j'ai un autre tableau pour dire, mais pour moi c'est toujours important de voir que les personnes auxquelles nous faisons appel aussi, pour au moins entendre la violence, la traiter, rendre justice, être médiateur, vont avoir différentes casquettes, et selon ces casquettes, l'écoute ne va pas être la même. Quand j'accompagne par exemple l'expérience d'un divorce, évidemment mon point de vue va être très différent de celui de l'avocat, parce que nous avons à ce moment-là des priorités différentes. Nous n'allons pas percevoir les violences de la même façon, les violences passées et les violences actuelles et les violences à venir. Parce qu'il y a quelque chose effectivement de la sensibilité ou de ce registre dont je viens de parler, du légal, du psychologique, du moral, tout ça va être éminemment différent. Et c'est pour moi toujours intéressant de croiser, si je puis dire, mon regard, ma grille, avec celle, effectivement, de personnes qui n'ont pas la même casquette que moi. Et nous voyons bien que nous n'avons pas la même perception des violences échangées, des violences pour l'environnement, des violences pour les enfants, etc. Je prends cet exemple, mais ça pourrait être beaucoup d'autres choses. Quand vous allez déposer plainte, évidemment, là aussi, vous voyez bien la sensibilité de la personne, bien sûr, qui vous reçoit, mais aussi la logique, évidemment, devant un tribunal, la logique dans un commissariat, la logique dans un autre cabinet. Hein, c'est tout ça pour revenir, bien sûr, à ces violences comme autant d'expériences de sensibilité. Hein, et non pas, on va le voir tout à l'heure, de décodage. Alors, pour continuer à illustrer ça, ces violences, et leur masque, j'insiste bien sûr, je pensais passer au film que nous voyons, ou que nous ne voyons pas, que nous voyons jusqu'au bout, ou que nous ne veillons pas jusqu'au bout parce que nous préférons éteindre ou sortir de la salle. Et là, ça me permettait aussi d'illustrer une chose qui m'est très chère, c'est les films, donc où il y aurait de la violence. Est-ce que c'est le film qui traite d'une violence, ou est-ce que c'est le film qui traite
n'importe quoi, et dont le climat, l'atmosphère, la façon de traiter serait porteuse de violence. Hein. Donc, ça peut être un documentaire sur un sujet violent et qui n'est pas doté de violence, mais ça peut être un sujet banal qui, lui, prend tout de suite un air de violence. Alors, l'exemple, évidemment, que je vais donner, parce que j'imagine qu'un certain nombre de personnes ici présentes l'ont vu, c'est le film La famille Bélier, que j'ai trouvé d'une extrême violence, parce que très ambigu, parce que très dans l'implicite, parce que très voulant nous faire rire, en nous proposant des choses d'une extrême violence, avec quelque chose d'incestuel, voyez. Et pour moi, elle est là, la question de ce masque qui nous fait rire de choses, je dirais, qu'elles sont, enfin, pas drôles, pas respectueuses, mais supposées nous faire encore avaler quelque chose d'une violence dont nous avons déjà l'habitude, auquel on aurait déjà été familiarisé. Bon, je ne sais pas si ça vous évoque, mais il y avait des scènes vraiment que je trouvais tout étonnantes. Donc, il y a les westerns, avec des coups de feu, avec des gens qui sont descendus sauvagement, etc. Mais là, il y a quelque chose d'explicite. Si je vais voir un western, je sais qu'il y a une règle du jeu et je ne vais pas être surprise. Si je ne veux pas voir, évidemment, de cavalcade et d'Indiens, etc., je vais voir un film doux, une comédie américaine, etc. Mais là, en fait, il y a une annonce. Je sais à quoi je m'attends, etc. Mais il y a aussi les westerns qui ont été traités différemment, où il y a un double fond, où quelque chose va être évidemment traité de façon implicite, avec quelque chose qui peut devenir gore à un moment. Voilà. Et donc, d'abord, c'est bien distinguer le thème, le sujet, l'objet du film, et la façon dont ce film va être traité. Alors, j'avais d'autres exemples, mais si vous en avez, vous êtes les bienvenus. Alors, bien sûr, je pensais à quelque chose qui est annoncé comme tel, et on a intérêt effectivement à ne pas la regarder seul, et ça peut être effectivement considéré comme quelque chose de porteur de beaucoup de violence, c'est Breaking Bad, par exemple. Là, j'ai pas j'avais noté beaucoup de choses. Si vous avez des exemples, bienvenue. Le film de Tarantino. Tarantino, je pensais à lui à l'instant. Voilà. Et voilà, ça on le sait. Donc après, on peut être dans une forme d'érotisation de cette violence-là, mais ça dépend de chacun. Mais ce qu'on voyait aussi, c'est toute la subtilité chez Hitchcock. Oui. Où là, effectivement, il y a une violence, que ce soit bien sûr les oiseaux, mais je pense à Soupçon, à L'ombre d'un doute et à beaucoup de films, où là, il y a quelque chose, effectivement, qui est l'objet même. C'est moins la façon de traiter, qui peut être complètement banalisée, là, c'est subtil et très intelligent et génial, mais l'objet, c'est justement la circulation de la violence entre Charlie et son oncle Charlie, et tout ça. Donc ça m'intéresse là, d'avoir ce regard, et là encore, d'identifier, finalement, ce qui peut venir me toucher, soit j'en ai conscience, soit, encore une fois, j'en ai pas conscience, et ça viendrait alimenter quelque chose d'un déni qui serait le mien, de la violence ambiante. Voilà. Hitchcock me semblait aussi un bon exemple. J'en ai pas d'autres là, mais à vous de voir ce que vous regardez. Oui. Je pensais dans Ah, le nom m'échappe, mais là où il y a le concours d'éloquence. Oui. Oui. Avec l'avocat. Avec l'avocat. Oui, très, oui. Dont l'attitude, avoir. Oui. Il peut y avoir. Donc, ce qu'il y a à voir avec la voix haute. À voix haute, où là, évidemment, il y a quelque chose qui m'avait d'ailleurs un peu choquée, où il y a une sorte, oui, de violence supposée pédagogique, hein, avec l'horreur de la légende qui serait « c'est pour ton bien ». C'est pour t'aider. Exactement comme les performances scolaires ou sportives ou n'importe quoi, qui visent effectivement à quelque chose d'un contrat de résultat et que la fin justifierait les moyens. Et en fait, c'est ça que dit le film aussi. Justement, sur la performance sportive, je oui. voudrais comprendre en fait que j'y vois pas de violence moi. Voilà. Donc ça m'interpelle. Parce que là, dans ce que tu dis, voilà, c'est un contrat de performance, mais c'est quoi pour ça? Moi, alors, je vais le dire autrement. Les danseuses. La danse, mais aussi les quantités d'autres sports. Pour moi, c'est ce que je distingue avec défi et objectif. Si mon grand dadé, là,
est conscient du prix à payer pour obtenir tel résultat, et s'il est capable de me dire comme ça, oui, je sais, ça va être difficile, mais j'ai décidé ça, etc., je serai quand même dans une sorte de supervision de ce qui se passe pour lui, mais il y a une relation de causalité entre son désir reconnu, choisi, et le prix à payer. Simplement, le défi, c'est quand le prix à payer n'est pas lié à un objectif assumé, intériorisé, voilà, et validé, mais il serait lié au projet de quelqu'un d'autre, au désir de quelqu'un d'autre sur moi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je réalise le même projet, mais pour soit plaire, soit déplaire, soit obéir, soit désobéir. Et c'est ça. Ça, j'en parle beaucoup de cette distinction à faire entre défi et objectif. Et vous vous souvenez que la différence entre les deux, c'est la fatigue. Si j'ai un projet sportif de haut de gamme et que je n'ai pas d'accident, je ne rate pas, donc telle chose, là, je peux avoir confirmation que c'est vraiment ce que je veux et que je suis prête à en payer le prix. Si je commence effectivement à avoir un accident physique pour le sport, là, je peux m'interroger, comme je peux m'interroger sur la fatigue qui deviendrait suspecte, avec un petit flirt avec la dépression, avec des quantités de comportements qui disent malaise, qui disent maladie aussi, et qui pourraient devenir suspects aux yeux d'une tierce personne qui serait invitée à ce moment-là à remettre en question quelque chose de ma légitimité à rester dans cette performance à atteindre. Est-ce que c'est plus clair? Oui, alors entre défi et objectif, par contre, j'ai... C'est ça, c'est ce que je dis. Le défi, c'est que je fais quelque chose pour plaire ou pour déplaire. L'objectif, c'est pour moi et j'assume le prix à payer. Voilà. Et donc, après, bon, je le développe plus longuement dans d'autres livres. Mais peut-être que je vais faire référence à une de mes premières chroniques qui s'appelle donc « Je ne suis pas un jambon ». Et pour moi, peser un bébé est déjà une violence. Parce que ce n'est pas un jambon. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a quelques étapes avant évidemment d'avoir cette perception-là. Et je comprends que ça puisse choquer les personnes, que j'assure ça, et j'en suis absolument convaincue. Donc je le pose. Bon. Et donc après, effectivement, il y a les performances scolaires, les performances de quantité de choses. C'est chaque fois que nous ne sommes pas dans notre axe, avec ce que ça donne comme solidité, cohérence, courage, détermination, intelligence, voilà, de la situation. C'est plus clair? Oui. Merci. Alors, quand je parlais de ces films, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les émotions que ces films vont susciter. Est-ce que c'est de la peur, ou est-ce que c'est de la terreur, ou est-ce que c'est de l'effroi? Ce qui n'est pas la même chose. Ça ne tombe pas de la même façon sur notre âme. Ça ne va pas avoir le même impact. Est-ce que c'est de réalisation de quelque chose? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la protestation? Mais je suis bien sûr en train de souligner quelque chose qui aurait à voir avec l'inhibition, sous toutes ses formes, que je vais reprendre là. Est-ce que ça me laisse stone? Est-ce que ça me laisse pétrifié, sidéré? Donc on est du côté, le malaise, voilà. Mais un malaise qui serait puissance 10, parce que tout à coup, je suis en apnée, je perds mes neurones, je commence à transpirer, donc il y a vraiment un impact qui n'est pas simplement un premier degré de malaise, qui pourrait être agréable d'ailleurs, hein, une sensation de trouble, alors que, bien sûr, je nous mets en garde là, pour nous-mêmes, mais aussi pour les personnes dont nous aurions peu ou prou la responsabilité, je nous mets en garde sur une trop grande tolérance aux jeux vidéo, aux films, aux émissions, qui ne seraient pas respectueuses de cette bulle, de cette sensibilité, et donc qui nous engagent à avoir cette sévérité par rapport à ça. Et en fait, j'aimais bien penser, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, que un film interdit, alors ça a changé un petit peu, il y a longtemps que je pensais, mais un film interdit de moins de 16 ans devrait être interdit à tout le monde, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Et donc ça devrait être généralisé. Et puis même un film interdit au moins de 10 ans, on pourrait déjà trouver ça bizarre. Bon, voilà. C'était juste pour dire ma façon d'être dans cette sévérité. Et donc, pour aller jusqu'au bout de ma démonstration, je nous invite, enfin moi je me suis invitée déjà à le faire, à toujours rester au bord, enfin sur le siège au bord de l'allée centrale ou l'allée qui permet de sortir du cinéma avant que ce soit trop tard. Et à ce moment-là, nous pouvons nous interroger, toujours par rapport à ce thème de la violence,
et que, enfin, je tarde toujours un peu trop. Qu'est-ce qui m'a donné l'indication que ce serait probablement un film qui n'est pas pour moi? Qu'est-ce qui a fait que j'ai résisté un petit peu et que je suis un peu restée? En général, c'est pas pour l'intrigue, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, au sens de qui a tué qui, mais ça je peux l'avoir déjà deviné, quoique je ne suis pas très très bonne dans les films d'espionnage, je ne devine pas trop. Voilà, mais qu'est-ce qui a fait, quelle est cette passivité, quelle est cette résignation, quel est ce manque de réactivité et de respect de moi qui a fait que je sois même restée que 5 minutes, mais 5 minutes en trop, au lieu de sortir. Alors évidemment, quelquefois, alors ce qui est beaucoup plus difficile dans les théâtres, parce que dans le théâtre, il y a toujours du bruit, il y a le fauteuil qui grince, etc. Mais bon, ça m'est arrivé d'être bien embarrassée, partagée entre le respect que je voulais de moi et le respect que j'avais des acteurs. Ceci est un... Vraiment. Mais au cinéma, c'est quand même plus facile, bon, sans avoir à marcher sur le pied des personnes à côté. Si vous avez un autre exemple de film... Moi, j'ai pas d'exemple de film, mais dommage. Depuis toujours, c'est pour moi une agression d'aller au cinéma, donc il faut que je sois à peu près sûre. Bah, oui, parce que on est passif et puis. Mais j'aime beaucoup, mais il faut vraiment que je sois sûre que ça va m'intéresser. Et notamment les rapports de pouvoir me font tout de suite subir comme si je le subissais. Et les pseudo effets d'érotisation m'agressent aussi beaucoup, comme si j'étais, comment on appelle ça, voyeur de quelque chose alors que je n'ai pas choisi. Donc ça rend les films assez compliqués parce qu'il ne reste plus grand-chose. Mais je le prends un peu... La petite maison de la prairie. Oui, peut-être. Parce que là, il y a aussi des manipulations, des violences, mais bon, c'est quand même... Gentillette. Voilà, mais qui sont, non, qui sont explicites. Oui, absolument. Ce dont vous parlez, c'est vraiment du côté implicite. Bah, explicite, il y a Scream. Tu sais, c'est le masque blanc. Ah là. Oui. T'es juste flippé du début jusqu'à la fin et c'est pire. Ou l'autre là, celui qui, pour torturer chacun, comment il s'appelle le film où ils sont enfermés, ils peuvent pas sortir. Enfin, vraiment des trucs, mais comment? Bon, je ne vous interroge pas sur les films que vous avez vus aussi, alors que vous saviez que c'était pas bon pour vous. Je laisse ça à votre conscience et à votre examen de conscience du soir. Moi, ce que je trouve très désagréable, c'est tout ce qui est présenté avant le film. Et on vous impose en général, en plus les scènes les plus violentes, des films qui seront présentés. Ah oui, les bandes annonces. Les bandes annonces. Et surtout, quand je pense à... On va avoir des enfants, un film avec des enfants, et ils ont droit aux bandes annonces. Moi, je trouve que c'est vrai, merci pour cette observation. C'est vrai. Alors, je vais passer d'abord à ce que j'appelle les mauvaises herbes du jardin. Vous avez souvent entendu en parler. Ça a été donc l'objet des états de veille et aussi des conférences l'année dernière. C'est vraiment du côté, comme je disais tout à l'heure, du contrôle. C'est donc faire obéir, faire comprendre, consoler, expliquer, justifier, et tout ça peu ou prou avec la base de la phrase qui est une de ces mauvaises herbes du jardin, qui est vouloir avoir raison au lieu de gagner en légitimité, qui est le sous-titre de mes ateliers sur la gestion du conflit. Chaque fois que je me surprends à mettre 1 milligramme d'énergie à vouloir avoir raison, c'est que je suis passée dans une relation de contrôle ou de séduction, et donc une relation de pouvoir, et donc dans une violence. Est-ce que vous l'entendez bien? Oui. Donc ça, malheureusement, nous en avons eu tant d'exemples chez les grandes personnes, comme nous étions au bout de chaud, là. C'est que pour les grandes personnes, c'était tellement important de vouloir avoir raison. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que ce n'est que le terreau pour des chiquerages et des guéguerres et pire si affinités et des scènes. Et un jour, délivrance, on s'aperçoit que c'est une grille parmi d'autres et qu'elle n'a aucun intérêt. Et que ça, c'est quand même vraiment bien. Chaque fois que je veux avoir raison, je crée une dépendance. Chaque fois que je veux me faire comprendre, je crée une dépendance. Chaque fois que je cherche à expliquer à l'autre, je crée une dépendance. Je ne vois pas suffisamment souligner ça sur votre feuille. Alors, moi, j'ai une question. Ça, c'était tous les états de veille de l'année dernière. C'est exactement je vous envoie ça. Je disais dans la première question, je vous ai dit, j'ai des moments de violence, c'est ça. C'est là que j'ai... Voilà. Et que
ça, notre circonstance atténuante, ce sont tous les modèles que nous avons eus. Qu'est-ce qui se passait entre les parents, les grands-parents, les maîtres d'école avec le directeur d'école, tout ça, c'était mettre cette grille de qui a tort, qui a raison, et de mettre l'énergie là-dedans, ce qui stérilise immédiatement la qualité de la relation, l'énergie à partager, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de négocier, le plaisir d'être en désaccord. Et c'est bien plus vivant de se confronter en étant dans le désaccord sans chercher à avoir raison ou tort. Pardon, Aliette, est-ce que entre le fait de s'expliquer et le fait de se justifier, il y a quand même une... Non, il n'y a pas beaucoup de marge. Non, c'est... posez-vous au moins la question. Oui. Mais très vite, ça prend une allure qui sent un tout petit peu, c'est ça la justification. Partager à l'opinion. Oui, oui. Et dans consoler, à quel moment on essaie d'avoir raison? Non, dans consoler, mais tout ça, vraiment je l'ai expliqué dans beaucoup d'articles, etc. Consoler, ça veut dire, c'est la violence de cette consolation, c'est mettre le spot sur l'objet du chagrin, de la détresse, etc., au lieu de rester à mettre le spot sur la personne qui souffre et juste d'accueillir, et juste de donner une tasse de thé, ou une boîte de Kleenex, ou les bras, ou juste, et se taire. Donc déjà, si consoler, c'est parler, on est déjà dans la violence immédiatement. Et donc, le contraire de consoler, c'est dire de la disponibilité, c'est être présent. Parce que chaque fois que je veux consoler, oui, peu ou prou, je suis en train, c'est ce que je mettais dans mon premier livre, je suis en train de vouloir éteindre l'incendie chez vous pour éviter d'être contaminé par votre incendie. J'ai peur, moi, de prendre feu. J'ai peur que votre détresse réactive la mienne, j'ai peur que votre peur réactive la mienne, et patati et patata. Donc, je voudrais bien que ce soit éteint, parce que comme ça, je ne risque pas une contamination. Et ça empêche l'autre de traverser. Et ça empêche l'autre, bien sûr, bien sûr. Même donner un verre d'eau, vraiment. C'est déjà quelque chose qui dit, tiens-toi tranquille là, parce que moi, je n'ai pas envie, en miroir, en écho, en partenariat, d'être dans le réveil de ces violences que j'ai déjà subies et qui ne sont pas encore traitées. Donc prudence là. Voilà, avoir raison. Bon après, bien sûr, je peux les développer. Mais quand même, les deux majeurs que je rappelle lorsque je traite le thème de l'autorité, c'est obéir, faire obéir, au lieu de respecter, faire respecter, et comprendre, faire comprendre, au lieu d'entendre et d'accueillir. Hein. Ce sont les majeurs de plein d'autres choses sur lesquelles j'insiste dans d'autres lieux, à d'autres moments. C'est bon ça, les mauvaises herbes du jardin. Obéir, faire obéir, au lieu de respecter et faire respecter. Et puis, au lieu de comprendre, faire comprendre, c'est accueillir. Accueillir est différent. Accueillir ce que je ne comprends pas pour pouvoir accueillir la personne. Ça reprend ce que j'ai comme majeur quand j'interviens sur soit des stages d'écoute, soit gestion des conflits, enfin toutes ces choses-là, que je vais reprendre mardi prochain dans Tempête sur la relation. C'est j'écoute ce qui est dit, j'entends ce qui n'est pas dit, et j'accueille la personne qui dit ou qui ne dit pas. Les trois étapes là. J'écoute ce qui est dit, voilà. J'écoute ce qui est dit, j'entends ce qui n'est pas dit et j'accueille la personne. Et la priorité, c'est toujours j'accueille la personne, évidemment. D'où la prudence à avoir, à vouloir comprendre ce que la personne dit. Parce que déjà, ça me fait abandonner cette priorité absolue de la relation. Alors, ensuite, je vais passer à 6 plus 1 registres dans lesquels donc, toute cette violence peut s'exercer. Enfin, s'exercer pas, s'exerce malheureusement trop. Alors, j'ai fait un tableau que j'aime bien. Donc, vous mettez donc des registres, bien sûr que j'ai choisi de façon arbitraire, hein, parce que ça me permettait de reprendre un maximum de ces expériences que nous avons vécues, soit dans la posture de celui qui est dans un
comportement de violence, soit celui qui subit. Donc, quand je parle de violence, hein, j'insiste encore, je le disais hier dans le face caméra, mais il y a toujours un partenariat qui peut être entre moi et moi. Et pour les besoins donc, de la démonstration, je vais le faire bien sûr entre deux personnes. Donc il y a quelqu'un qui sera dans contrôler, manipuler, prendre sous emprise, et qui, à ce moment-là, est dans la méconnaissance de sa responsabilité, du respect, de la prise en considération de l'autre. Je vais y revenir avec mon tableau là, sur emprise, etc. Et en face, il y a quelqu'un qui ne prend pas à fond, à bras-le-corps, la responsabilité de protester, de se protéger, de se faire respecter, d'exiger quelque chose et donc de veiller à la protection de sa bulle. Hein, il y a toujours cette rencontre entre les deux. Mais là, n'oublions pas que dans le triangle dramatique, hein, que j'ai là, le pouvoir il est là, hein, n'oubliez jamais. C'est la victime qui a le pouvoir. Le jeu va s'arrêter quand la victime va s'arrêter. Mais je reviendrai sur ce triangle tout à l'heure. Voilà. Donc, 7 registres, 7 domaines qui disent les différentes formes et de violence et les différentes formes de masque aussi. Voilà. Donc, le premier, c'est tout ce qui a à voir avec le verbe déstabiliser. Déstabiliser, ça peut être par changement d'humeur, changement de programme, changement de règles. Donc, on est dans l'arbitraire. Ça peut être dans le fait de surprendre. Hein, n'oubliez pas que c'est le contraire de ce besoin majeur de sécurité et donc de permanence des enfants de 0 à 99 ans. Hein. Je parle bien sûr des bébés, mais une personne fragilisée, parce que souffrante, parce que dans une pathologie, ou une personne âgée, elle a d'abord besoin effectivement de cette sécurité. Même lieu, mêmes horaires, même personne de référence. S'il y a des surprises, trop de surprises, ça peut être effectivement effrayant, hein, donc ça suscite de la peur, et ça peut être effectivement source de déstabilisation, et ça c'est de la violence. C'est parler trop fort, parler brusquement, hein, c'est tout ce qui a à voir avec la surprise, sur laquelle je reviendrai bien sûr tout à l'heure avec surprise. Mais là, donc, j'ai mis là, et je remettrai là, c'est être par exemple dans le message paradoxal, dire une chose et son contraire, dire une chose et l'inverse, jargonner, employer des mots que la personne ne comprend pas, et patati patata. Hein, donc c'est déstabiliser avec l'effet de surprise. Des choses codées. Donc, il y a moult façons, effectivement, de prendre du pouvoir sur l'autre dans des pratiques de comportement qui déstabilisent l'autre. Ensuite, deuxième registre, c'est comparer. Pas forcément comparer pour disqualifier, etc. Comparer même si c'est en positif. Chaque fois qu'il y a des comparaisons, c'est une forme de violence. Ok ? On y reviendra aussi. Ensuite, comme troisième terreau, j'ai mis interpréter ou insinuer, c'est-à-dire parler à la place de l'autre. Je sais bien que toi qui sais, toi qui ne sais pas. Et c'est interpréter. Je sais bien que tu n'es pas venu parce que tu n'aimes pas Robert. Ou bien, je sais bien que tu ne m'aimes pas. Ou je sais que tu m'as fait ce cadeau pour ci ou pour ça. Ou tu ne m'as pas fait cadeau pour ci ou pour ça. C'est vraiment une des pires violences qui est de penser à la place. De faire à la place aussi, mais surtout de penser à la place. Interpréter, insinuer, penser à la place. Quatrième registre, alors il est, je pense, plus visible à l'œil nu, mais j'en suis pas certaine avec les mots que vous allez voir. C'est blâmer, mais c'est surtout ce petit mot qui suscite des sursauts, d'étonnement, quand je parle de reprocher. Le reproche est toujours, vous soulignez 3 fois toujours, une violence. Rien ne justifie un reproche. Est-ce que vous l'entendez ça? Rien ne justifie un reproche, parce que tout reproche est une manipulation. Quand je reproche, je signifie que j'attends de l'autre qu'il soit dans mon désir, que j'ai des attentes sur lui, c'est-à-dire que je mets à jour une dépendance qui pouvait être bien camouflée. Ah bon, alors madame, qu'est-ce que vous faites si vous ne faites pas de reproche? Comme si j'allais rien faire du tout. Hein. Je peux confronter, je peux exprimer de la colère, je peux rappeler un contrat, je peux signifier mon impatience. Je peux demander autre chose. Je peux demander autre chose. Je parle à ce moment-là de moi et de ce qui m'habite et de ce qui m'importe. Mais je ne suis pas en train de faire dépendre ma satisfaction de ce que l'autre fait.
Je vous vois pas assez sursauter là. Si, alors là, complètement. Vous êtes tellement familiarisé déjà avec ça. Non, pas trop. Bon. Mais du coup, si tu fais une demande Oui. Et Si je fais une demande, et si je fais une demande, je suis prête à ce que l'autre me fasse une réponse négative. Non, mais même pas. Oui. Et si l'autre te dit, oui. Quoi? Prends en otage ta demande. Comment ça? L'autre n'a que le pouvoir que je lui donne. Comment ça, prendre en otage? Ça, c'est ce que je réécris à la fin de l'état de veille. Tu n'as sur moi que le pouvoir que je te donne. Céline, qu'est-ce que tu entends par prendre en otage une demande? Oui. Par exemple, je te fais un reproche et si je te dis, écoute, je t'invite à me faire une demande, ou je sais pas, j'ai pas d'exemple concret là, mais où je me sens impatiente, ou c'est quelqu'un qui raconte tout en détail, voilà. Et sur détaillage. Et pour moi, voilà. Oui, j'en peux plus et je lui dis écoute, je commence à être très impatiente, je te demande de... Et que l'autre il récupère en disant, que je passe moi dans du contrôle parce que je lui demande d'aller plus vite, parce qu'il l'interprète. Mais parce que pour le moment, tu es encore dans une communication violente et pas une communication responsable. C'est pas la CNV. Tu fais dépendre ton impatience de ce que l'autre fait ou ne fait pas, au lieu de faire dépendre ton impatience, ton malaise, de ton besoin d'un rythme qui est le tien. C'est vraiment ça, c'est la révolution du XXe siècle, Marshall Rosenberg, et vraiment, jamais on le remerciera. C'est merci d'avoir donné cette occasion de célébrer encore ce pape de la CNV. Même si, ensuite j'ai modifié beaucoup de choses de ce qu'il a fait, mais c'est quand même la révolution. Donc c'est de mettre le spot sur mon besoin et pas ce que l'autre aille plus vite. Mais bien sûr, chaque fois que je fais porter à l'autre la responsabilité de mon émotion, je suis dans de la violence. C'est pour ça que je ne veux pas appeler CNV, c'est communication responsable. Je prends la responsabilité à 100% de tout ce que j'éprouve. Ce n'est pas à cause de toi. On redit porter la responsabilité. Tu es responsable de ce que tu ressens. L'autre peut être juste un déclencheur. Ça se dit en une phrase et on met à peu près 10 ans pour l'intérioriser et être à peu près à jour avec ça. Aliette, si je peux me permettre, est-ce que ça rentre dans le créneau? Ça m'est arrivé très souvent d'avoir des amis très gentils et ceci et cela qui me disent voilà, mais vous ne m'appelez jamais, mais ceci. Alors évidemment, je me sens tout de suite minable. Et ce sont soit les amis gentils, soit les parents qui disent ça. C'est maman. Enfin, tu m'appelles jamais. Oui. Non, parce que ça, on s'appelait tout le temps. Oui. Non, mais c'est quand même ce qu'on me dit souvent. Même ma mère, elle est gentille, mais alors, quand j'appelle, elle me dit tu m'appelles pas assez. Oui. Tu viens pas assez. Les gens qui nous mettent en situation d'avoir pas fait assez et qui sont harassants. Mais c'est pour ça que là arrive un point nommé, d'une part, cette dépendance qui m'est proposée et que je peux accepter ou refuser, et je ne donne à personne le pouvoir de me faire sentir bien ou mal. Et elle est là la clé. Et les gens ne sont pas harassants. C'est là qu'on a plein de choses à traiter, quoi. Oui. Merci, c'est lui de rappeler. Alors, je peux continuer parce que si l'autre, par exemple, je dis, voilà, moi, je ne sais pas comment le formuler, mais mon besoin, c'est que ça aille plus vite, par exemple, plutôt que du surdécalage. Et si l'autre... moi, je pense que c'est pas ton besoin que ça aille plus vite, c'est ta peur, c'est que ça n'aille pas assez vite. C'est pas la même chose. Donc, ma peur que ça n'aille pas assez vite, et qu'à ce moment-là, tu retrouves en toi quelque chose d'un malaise. Mais c'est une peur, c'est pas un besoin. C'est important. Parce que là, c'est pas juste de dire mon besoin, c'est que ça aille plus vite. Mon besoin, c'est d'être dans la cohérence. Mon besoin, c'est de garder mon rythme. Mais c'est pas que ça aille plus vite. Ça, c'est la confusion que nous faisons beaucoup, et ça aussi, merci à Marshall. La confusion entre nos besoins qui sont peu nombreux, etc., et les procédures pour satisfaire ces besoins. Aller plus vite, c'est une façon de respecter un besoin. C'est pas un besoin. C'est important, ça. Le besoin, c'est aller à ton rythme, c'est ça? Voilà, d'aller à mon rythme, d'être respecté dans mon rythme. Et donc de pouvoir cohabiter avec quelqu'un qui n'a pas mon rythme. Et ça, c'est toute la question, effectivement, des couples, des familles, etc. Je prends un exemple un peu plus grossier, mais qui m'est souvent proposé. C'est dans un couple, quelqu'un qui dit « J'ai besoin que tu rentres à l'heure. » J'aime cette indignation. Ah oui, là j'entends la peur. Oui. Et donc c'est je te demande de rentrer à l'heure pour satisfaire mon besoin de sécurité.
Et que quand je fais mon tableau sur tous les besoins, donc il y a quand même toujours en priorité besoin de sécurité. Mais après, nous manipulons l'environnement en confondant finalement, ce besoin de sécurité dont je prends la responsabilité avec les demandes que je vais faire. Est-ce que c'est une demande ou est-ce que c'est une exigence? Est-ce que c'est une manipulation? Ou est-ce que c'est un jeu de pouvoir où je vais placer et vendre quelque chose de pas de mon besoin justement, de la satisfaction de mon besoin, comme si c'était les autres qui avaient la responsabilité de la satisfaction de mon besoin et pas moi. Il y a encore un pas. Oui, oui. Alors, ensuite, donc je dis d'accord. Donc, blâmer, reprocher, accuser, bien sûr, accuser, de façon très subtile. On est toujours dans le 4. Et juger, tout ce qui a à voir avec juger. En 5. Juger, c'est horrible ça. Juger en positif ou en négatif. Là, il est juste en négatif, mais ça peut être juger aussi. Juger en positif, ça fait moins sauter. Malheureusement. Malheureusement. Ensuite, il y a en 5 attribuer. Attribuer. Toi qui sais tout. Toi qui connais. Oh là là. Toi qui es une femme. Toi qui es un homme. Toi qui es catholique. Toi qui es protestant. Toi qui es militant. En positif aussi. Ah bah complètement. Non, parce qu'on est mal, on est obligé de dresser cette étiquette en plus. Toi qui es intelligente. Donc je associe ça avec projeter aussi. Je projette sur toi. Toi qui es intelligente, trouve une solution, donc si tu la trouves pas, ça dit que tu n'es Voilà. pas intelligente. On va le retrouver Surtout, aussi ça dans veut dire un que tu es obligé de trouver la solution. Ensuite, donc ça fait un peu écho à ce que je voyais tout à l'heure sur comparer, mais c'est tout ce qui a à voir avec disqualifier, dévaloriser et qui est la porte ouverte à humilier. Donc avec soit des injonctions, ne sache pas, ne me dépasse pas, n'existe pas, surtout avec le n'existe pas que j'évoque à peu près à chaque conférence. Donc les injonctions, ou bien les sorts jetés. Tu es bien comme l'oncle Jules, qui est un sort jeté. Tu es belle et intelligente comme ta tante Jeanne. Ce sont des sorts jetés. Et qui disqualifient et qui dévalorisent. Alors, je dis bien, ça disqualifie la personne et ça dévalorise sa capacité. Mais ça, bon, c'est autre chose. Donc là, on retrouve dans ces humiliations aussi le terreau pour les violences éducatives ordinaires, qui a été donc à l'origine du premier livre, et ce que j'appelais tout à l'heure les douces violences aussi. Les petites humiliations, comme ça en passant. La taquinerie est quelque chose aussi qui est toujours porteuse de colère, mais aussi quelquefois de disqualification. Bien sûr, on a l'ironie, on a toutes ces choses qui ne sont pas de l'humour. Le sarcasme, oui, le sarcasme. L'humour, lui, est vraiment pur, alors je dis plus pur sucre maintenant, pur jus. Et c'est toujours avec, et c'est toujours dans quelque chose de plus. Ça embarque, ça fait circuler de l'énergie. Alors que là, je parle bien sûr de toutes ces masques de l'humiliation qui sont évidemment le sarcasme, l'ironie, enfin, j'en passe. J'étais en 6, je passe en 7. En 7, je vais être du côté du terreau de la flatterie, où on va être en moins plus en position en analyse transactionnelle. Flatter, séduire. Et donc là, je vais retrouver ce que j'évoquais tout à l'heure, manipuler au lieu de mentir. Et confondre les deux. Je manipule, je vais le refaire un petit peu, parce que je ne comprends pas maîtresse. Prendre l'initiative. Donc, la différence entre manipuler et mentir. Mentir, je dis quelque chose de faux en sachant que c'est faux pour plaire à l'autre. Mais si je t'assure, c'était très bon ta tarte au citron. Je dis quelque chose de faux, sachant que c'est faux, mais c'est juste pour apaiser la torture intérieure de cette personne qui va se faire harakiri aussitôt que la soirée soit terminée parce qu'elle ne supporte pas l'idée d'avoir été dans une disqualification de son image de marque. Okay. Ça va pour tout le monde. Manipuler, c'est dire quelque chose de faux en sachant que c'est faux pour que l'autre rentre dans mon désir. D'accord? C'est faire donc une manip pour que l'autre me donne les clés, pour que l'autre me donne sa carte bleue, pour que l'autre, ça c'est sur les versions escroquerie, mais pour que l'autre m'accorde quelque chose qui le fasse rentrer dans mon désir, alors que dans le premier cas, je rentrais dans son désir.
Mais ça, c'est plutôt ce que je développe quand je parle vraiment des manipulations. Enfin, là, c'était un petit rappel. En fait, quand je parle de manipulation, j'aime bien toujours distinguer aussi les 4 types que j'ai choisi aussi de façon arbitraire. Donc, il y a le charmeur, c'est le premier, le culpabilisateur, le charismatique et le castrateur. On voit aussi une progression, qui serait 4 façons d'être dans la manipulation. Si j'ai employé au masculin, ce n'est pas du tout un parti pris sexiste, c'est juste... Oui. Oui. Castrateur. Et avant Donc j'ai charmeur, culpabilisateur, charismatique. On s'achemine lentement et sûrement vers le gourou, là. Et castrateur, c'est bon. Donc on va du joli cœur, n'est-ce pas, au prédateur, là. Et c'est là qu'on va avoir le terreau pour la secte. Quand on parle de secte, ça me permet aussi de revenir, puisque c'est une illustration de la violence, que c'est ce qui nous fait percevoir de l'explicite à l'implicite, mais c'est ce qui nous fait être dans l'étonnement, la surprise, de voir pour ma sœur qui, pour ma belle-sœur qui, pour ma mère qui, etc. Et c'est ça une expérience de ce décalage qu'il y a entre ce qui est évident pour la personne à l'extérieur de la manipulation ou de la violence, ne l'est pas. C'est-à-dire que là, je parle bien de discernement, de sortie de l'aveuglement, de quelque chose qui a à voir avec débusquer, identifier et faire cette démarche très délicate, hein, de sortir de l'aveuglement dont vous parliez tout à l'heure. Okay. Et donc, le questionnement, c'est de quoi avais-je besoin pour voir, plutôt que de qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas vu. C'est une question, vous savez que j'aime pas du tout, mais qu'est-ce qui m'a manqué quand j'ai rencontré cette personne pour avoir cette aptitude à voir, à entendre, à décoder, à légender, à me laisser sentir aussi quelque chose de cet instinct-là, de cette intuition, de cette antenne. L'antenne m'envoyait des messages et pourtant j'ai renoncé à, j'ai anesthésié, j'ai préféré effectivement être charmée que consciente, que prudente. Et ça, c'est valable pour nous tous. Hein. Mais en même temps, rappelez-vous quand vous étiez petite ou petit, et enfin, je vais parler pour moi, et que je disais à ma mère, mais quand même, tante Solange, là, maman, je l'aime pas beaucoup. Et maman, j'ai pas envie de l'embrasser. Et maman dit, ah non, écoute, elle est gentille, tu sais, elle fait beaucoup de bien, et puis elle t'aime beaucoup. Voilà, elle m'aime. Tante Solange t'aime beaucoup. Donc j'avais un devoir de réciprocité minimum. Et que la première fois que maman disait, mais si, tu sais, j'étais pas dupe, je savais que Tante Solange je ne l'aimais pas. Et puis c'était maman qui me le disait. Donc quand même, je commençais à tordre un petit peu quelque chose de moi, hein, jusqu'au moment, effectivement, où je pouvais ne plus être dans cet accueil de mes sensations, de mes intuitions, de mon instinct. Et petit à petit, je m'habituais effectivement à acheter un discours social, et puis peut-être un discours de l'entreprise, et puis un discours politique. Et petit à petit, effectivement, je continuais à ouvrir une porte à des choses dont je savais qu'elles auraient mieux fait de rester à l'extérieur de ma bulle. Jusqu'au jour où, peut-être, où quelque chose va enfin se déclarer comme contraire au respect que je me dois. Mais je peux à ce moment-là faire un bilan ou un état des lieux où je m'apercevrai que j'ai trop écouté, j'ai trop subi, j'ai laissé rentrer dans ma bulle les personnes qui n'avaient pas à y rentrer, je me suis laissé prendre par la culture de l'entreprise, la politique de l'entreprise, au point d'en arriver effectivement à quelque chose de détérioré, d'abîmé en moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai encore plus besoin d'une personne témoin qui va pouvoir m'aider à réparer tout ce qui a été abîmé ou détruit, peut-être quelquefois jusqu'à un point de non-retour. Voilà. En fait, donc, Aliette, oui, ça me fait, ce que tu dis là, ça me fait sentir, si j'aime pas quelque chose, c'est ni bien ni mal en fait. Voilà. Mais c'est pour ça que je répète que tout ce qui a à voir avec la morale est vraiment quelque chose qui stérilise.
ça n'a pas à être mis dans le registre bien ou mal. D'accord, dans certains cas, bien ou mal, mais c'est pas aidant pour nous d'être dans ce cas-là. C'est est-ce que ça me fait oui, est-ce que ça me fait non. Je vous renvoie bien sûr au film canadien sur... La morale, c'est un code, en fait. C'est un code, ni plus ni moins, oui, exactement. Mais que ça peut être aussi, merci pour la question, être un critère ou être une grille qu'on nous a proposée au risque de nous faire anesthésier quelque chose d'autre, de plus archaïque et de plus aidant en nous. Est-ce que ça me fait oui, est-ce que ça me fait non? C'est comme si on avait eu peur, bon, les figures parentales avaient eu plein de peur évidemment, de perdre le contrôle sur nous, de nous voir être peut-être dans une délinquance dont je vais parler, mais c'est extraordinaire quand même, le manque d'accueil pour ce qui était le plus précieux en nous, cet instinct-là. Alors, ensuite, j'ai un tableau que j'aime bien, que j'ai fait là en pensant à notre soirée récréative. Donc, je vous propose quelques mots. Donc, puisque la violence, c'est le contraire du respect, c'est du non-respect, j'ai trouvé 10 situations ou 10 concepts qui nous permettent de voir que qu'est-ce qui se passe si, par exemple, la loi n'est pas respectée. Alors, quand la loi n'est pas respectée, c'est ce que j'appelle infraction, délit ou crime. Nous sommes d'accord. Donc, la violence, elle est de ce côté-là. Quand l'engagement, je vous pose 10 mots comme ça, quand l'engagement n'est pas respecté, ça peut être rupture de contrat, c'est un manquement à cet engagement. Si c'est le règlement, la règle, c'est-à-dire quelque chose de l'autorité qui n'est pas respecté, on va avoir donc le mot transgression qui peut aller, mais où, qui peut aller jusqu'à la délinquance, je vais y revenir, donc je transgresse quelque chose de la loi, de la règle, ou ça peut être aussi l'occasion d'une dérogation. Vous voyez bien que là, il y a une légende, il y a quelque chose qui est posé comme une exception. J'ai une dérogation, mais qui n'est pas la banalisation de la transgression. C'est le côté exceptionnel qui va faire que c'est quelque chose où il ne va pas y avoir forcément de violence. La dérogation, c'est le contraire de la violence. D'accord pour ça? Je ne vois pas. Oui. Quand c'est le non-respect de l'intégrité, je vais appeler ça de la violation du territoire. C'est la violation. J'y tiens un second. Quand il y a non-respect de l'identité, ça s'appelle usurpation. Bravo. Oui, c'est encore une autre forme de violence, et pas la moindre. Hein. Quand je ne respecte pas la sensibilité, j'appelle ça, moi, la désinvolture. Quand je ne respecte pas le sacré, j'appelle ça la profanation. Quand je ne respecte pas l'intimité, j'appelle ça l'abus ou l'outrage. Quand je ne respecte pas l'altérité, ça sera l'aliénation. J'aliène quelqu'un. Altérité. Oui. Et le 10e, que j'ai gardé en dernière position parce que ça me permet une autre petite révision. Quand je ne respecte pas le désir de quelqu'un, ce qui va provoquer la frustration, d'accord, c'est la désobéissance. Hein, parce que quelqu'un me dit, moi, je souhaite que tu, et je veux que tu, ça peut être la désobéissance. Mais ce qui est important, pourquoi est-ce que je le mets en dernière position? C'est que ce n'est pas posé comme tel. C'est-à-dire que, ça c'est un des chapitres qui m'a donné le plus de travail, c'est la différence entre autorité et pouvoir. Dans l'autorité, et c'est là que je reviens à l'obéissance, dans l'autorité, je suis gardienne d'une règle que je demande, aux personnes que j'ai à sa charge de respecter. Or, ce qui se passe dans manipulation, séduction et surtout séduction, c'est que je vais demander à la personne de m'obéir à moi, de me satisfaire moi. Et c'est là que je souligne le côté très suspect de l'obéissance. Quand je parle d'obéissance, au lieu de parler de respect de la loi, respect des règlements, etc., je me confonds avec la règle et je demande à quelqu'un de rentrer dans mon désir.
Et si l'enfant ne rentre pas dans le désir de la grande personne va dire qu'elle lui désobéit. Vous voyez bien tout le côté suspect là, de cette terminologie qui valide une dépendance au lieu de mettre à jour quelque chose d'une arnaque. Personne n'a à m'obéir, mais quelqu'un peut supporter mon autorité. Mon autorité, c'est pas demander à quelqu'un de rentrer dans mon désir, c'est d'exiger de quelqu'un qu'il respecte la loi, le règlement, la règle, le contrat. Est-ce que c'est bien clair? C'est vraiment ça l'obéissance, par exemple, la règle monastique. Oui. Obéir à la règle monastique, on ne dit pas obéir au mercury ou oui. quoi, on dit mais vous voyez bien combien c'est confondu. Et voilà, il y a un livre très passionnant là sur les jardins de l'obéissance qui est pas toujours aussi clair. Hein. Mais l'obéissance, le mot obéissance, à moins effectivement qu'il révèle ce triangle, c'est-à-dire si je vous demande de respecter, il y a vous, moi et la règle. Alors que dans l'obéissance telle qu'elle est pratiquée dans notre culture, je vous demande de faire comme moi je veux. Et la différence, ce qui nous permet de savoir si nous sommes passés d'un registre à l'autre, c'est le malaise que nous avons ici. Si je ne supporte pas que la personne ne respecte pas, elle, le règlement, je peux juste voir ça, je peux le voir, j'ai du mal à le supporter parce qu'il y a un contrat de résultat. Mais si je me sens très bousculée là dans les tripes, c'est que je ne suis plus dans demander à la personne de respecter un contrat ou une règle, je suis juste en train d'attendre d'elle qu'elle fasse comme moi je veux et comme j'ai besoin. Hein? C'est vraiment dans le ventre que ça se passe. Et vous l'entendez, ça? Oui. Oui. Et donc du coup, ce dernier point, c'est pas une violence si c'est pas respecté? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce qui est une violence, c'est la confusion avec l'obéissance. L'obéissance et l'exigence de l'obéissance est une violence. Soit que je fais subir à quelqu'un à l'extérieur, soit que je me fais subir moi en me croyant dans cette obligation supposée d'une obéissance. Est-ce que ça va là? Oui. Alors, je passe à mon tableau. Voilà, mon tableau. Alors, donc cette fois-ci, je marquais là, donc sur cette feuille-là, que je voyais que la violence, alors là j'insiste beaucoup sur les masques, mais il y a aussi des passerelles avec ce que nous avons vu jusqu'à présent, qu'il y aurait quatre modalités de violence et 4 types de masques. Alors, jusqu'à hier, donc mon face caméra dans l'état de veille, j'avais bien distingué surprise, méprise, emprise. Et je restais avec quelque chose qui flottait et je n'avais pas trouvé le mot jusqu'à tout à l'heure et maintenant je sais que c'est hantise. Donc je vais commencer par surprise et chaque fois, je vais certainement faire des révisions sur les distinctions que je fais, sur les émotions que ça provoque et surtout sur ce que vous m'entendiez dire aussi, que violenter, c'est considérer l'autre soit, donc pas comme un sujet, pas comme un autre, A majuscule, quelqu'un à respecter, quelqu'un à prendre en considération, tout ce que je dis depuis le début, c'est considérer l'autre soit comme rien, soit comme moi, soit comme objet. C'est exactement ce que je mets là, sur mon tableau. Là, surprise, je considère l'autre comme rien, là, comme moi, emprise, comme objet. Je vais le développer, tout ça. Et là, après, je reviendrai à hantise, qui est une autre modalité de violence qui a à voir avec le transgénérationnel, etc., avec quelque chose d'une autre nature. J'y reviendrai. Quand je reviens à surprise, j'ai un petit peu commencé à parler tout à l'heure, mais je voudrais compléter et revenir à des choses plus précises. Ce qui me semble important, là, la première chose dans l'effet de surprise, c'est quand ça va arrêter quelque chose d'une action. Hein. Je suis surprise, je suis en apnée, j'arrête. Donc là, je vais avoir action, on va avoir la pensée et ensuite l'identité. Pour le moment. Donc, j'ai déjà dit tout à l'heure que ça vient, donc de façon plus archaïque que pour les autres peut-être, toucher ce besoin de sécurité, de permanence, donc, je redisais bien, donc de 0 à 99 ans. Donc, la première chose là, et c'est aussi un des drivers en analyse transactionnelle, c'est le dépêche-toi. Hein, un enfant qui entend trop régulièrement
tous les matins vers 8h moins 5, dépêche-toi, avec un ton de stress, pas quelque chose qui exerce une pression, c'est quelqu'un effectivement qui peut être continuellement dans un déni de son rythme ou d'un manque d'anticipation chronique. Et donc là, le dépêche-toi va majorer un bleu à l'âme qui est la perte de ce besoin d'une permanence entre lui et lui. Hein, donc, c'est l'urgence, mettre quelqu'un dans l'urgence. Mais exactement aussi comme certaines ventes flash ou bien au moment des soldes que je déteste tant, hein, c'est l'urgence de le faire tout de suite. Voilà, bon, c'est assez... Mais ensuite, ce qui est déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, je redis bien que la surprise devient une modalité de construction d'identité, malheureusement, dans les familles où il y a soit maladie mentale, soit alcool, soit dépendance à des produits. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, au lieu d'être dans la sécurité, mes parents sont laxistes, ou dans la sécurité, mes parents sont sévères, un jour c'est laxiste, un jour c'est sévère, un troisième jour c'est encore autre chose. Et est-ce que vous entendez bien ce besoin de sécurité fait qu'il est plus facile de se construire avec des parents très sévères qu'avec des parents dans l'alternance entre plusieurs comportements. Donc, c'est le changement de ton, changement de rythme, changement de code, changement de vocabulaire, changement de musique de la voix, changement de visage, évidemment, hein, changement de visage, changement de masque, bien sûr, là ça va être ça. Donc, tous ces changements vont être une sorte de terreau pour une vulnérabilité et donc une fragilité ou une vulnérabilité, je vais reprendre ce terme, qui va rendre plus difficile de savoir identifier et se protéger des violences ultérieures. Et nous avons besoin de cette sécurité. Que j'avais marqué, donc bien sûr changement de comportement, changement de programme, j'ai déjà dit. Et donc j'insiste beaucoup sur une manipulation particulière avec les jargons, quels qu'ils soient, les mots dont on sait que l'autre ne va pas les comprendre, alors pas seulement pour les enfants, mais nous aussi nous sommes troublés par des mots, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, le jargon des différentes professions. Et est-ce que vous voyez bien que le jargon est quand même un outil de pouvoir? On ne comprend pas. Bon, donc ça veut dire que je vais devoir faire semblant de comprendre, demander, et donc signifier que je me mets peut-être trop spontanément dans une position faible. Alors là aussi, c'est la manipulation par le silence. Cette manipulation-là, elle est éminemment du côté d'être déstabilisé, d'être dans un effet de surprise. Je pose une question, je n'ai pas la réponse, ou j'ai une réponse tangentielle, quelque chose qui répond à côté, mais surtout, une des pires violences dont je parlais le mois dernier, mais dont je parlais aussi la fois précédente, c'est la potentielle violence du silence. Ça à souligner aussi. Tous les scuds, aussi surprendre quelqu'un avec un jugement, avec un mot cruel, avec, oui, la cruauté de certains jugements, etc. Et puis, bien sûr, la manipulation avec la transgression de la confidentialité, avec une indiscrétion, avec la trahison. Dans la trahison, il y a toujours un effet de surprise qui majore encore, évidemment, la blessure, la douleur, le sentiment de détresse inhérent. Donc, de la surprise qui déstabilise. Je passe là à la méprise, où là on aura moins le côté déstabilisation que la confusion. Je disais tout à l'heure, confusion entre moi et les autres, confusion entre moi et ce que je fais ou ce que je dis ou mon travail, confusion entre moi et une question à traiter, confusion entre moi et un divorce à régler, confusion entre moi et l'objet du conflit. Toutes ces confusions sont éminemment violentes. D'ailleurs, on entend des personnes dire « oui, je sais, je suis le problème ». Comme si tout à coup, on en était à ce raccourci, évidemment, éminemment violent. Personne n'est un problème. L'autre mot que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est la confusion générée par les généralisations. C'est comme si les hommes, les femmes, les enfants, les psys, les homéopathes, les avocats, les juristes, les quadragénaires, l'époque,
l'époque, les retraités, bon, etc. Tout ça, c'est source de confusion et donc de violence. Et dans toutes ces... je vais parler des comparaisons aussi. Là, je remets, et vous le savez avec quelle passion et quelle ferveur, mon souci de toujours distinguer interdire et empêcher, par exemple, proposer et obliger, demander et exiger. Vous savez, à toutes les conférences et tout le temps, je suis en train de nous inviter à être davantage dans distinguer au lieu d'être dans la confusion. Distinguer pour être dans du juste. Et mieux je distingue les mots, moins je serai vulnérable à de la violence qui serait exercée entre moi et moi d'ailleurs, ou entre moi sur les autres, ou les autres sur moi. Donc, d'où ce souci d'identifier, de distinguer, de comparer. Donc, là aussi, je mets ce qu'on appelle, donc ce que j'évoquais, les transactions tangentielles. Où est-ce que tu pars en vacances? Je pars au mois d'août, par exemple. Sur le moment, on n'a pas forcément le réflexe de dire non, mais c'est pas la question que je posais. Donc, il y a un moment de confusion. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc, aussi, les redéfinitions, qui est un terme que les analystes transactionnels, leur redéfinition, c'est maman, est-ce que tu m'aimes? Oh, mais ma chérie, mais qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Ou alors, redéfinition, c'est... Ou alors bien sûr, tu es ma fille. Oui, alors oui, bien sûr que je t'aime puisque... Bon. Donc, j'ai dit infini. Donc là, j'insiste aussi beaucoup dans la méprise sur le message paradoxal. C'est dire quelque chose de positif et taper la personne. Voilà. Ou des choses, mais c'est fréquent. Nous avons tous baigné dans un contexte de message paradoxal, mais pas seulement dans les entreprises, parce que si nous n'avions pas baigné dans du message paradoxal enfant, nous n'aurions aucune... Enfin, les autres ne pourraient pas avoir une prise sur nous dans l'entreprise ou ailleurs. C'est parce que nous avons été familiarisés avec ce message, ce type de message paradoxal, qui vise à rendre l'autre fou, hein, qui est là pour créer du malaise, du trouble, de l'ambiguïté, de l'ambivalence, etc. Donc là, c'est encore une fois du côté de la confusion. Quand la phrase, par exemple, que j'ai pas encore émise, la phrase « tu ne m'aimes pas », eh bien, on retrouve à la fois la surprise, pourquoi je ne parlais pas de ça, on retrouve la méprise, tu penses à ma place, et on va retrouver aussi l'emprise, hein, fondue enchaînée. Aliette, oui. La surprise, c'est arrêt de l'action, d'une action. Oui, et là c'est arrêter une pensée, hein, c'est la confusion. D'accord. Et on va voir que là, dans l'emprise, quand tu prends un peu d'avance, on va être du côté d'arrêter la légitimité d'une identité. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus dire je. Je disparais dans le désir de quelqu'un, alors état totalitaire, secte, certaines formes de religion, etc., qui visent effectivement à quelque chose qui se fond, qui disparaît comme le sucre dans l'eau. Je ne suis plus le sucre, je suis dans l'eau, comme ça. Donc là, on va retrouver surtout, la peur de l'abandon, hein, qui sera la première vulnérabilité des trois dont on parlait la dernière fois, peur de l'abandon, qui me met en situation de potentielle dépendance, et je suis prête à renoncer à dire je suis prête à renoncer à mon identité pour que quelqu'un me prenne en charge, avec bien sûr le syndrome de Stockholm, hein, qui est une des vérifications. Donc là, je vais retrouver ce qu'on voyait aussi sur privation, frustration, privation, punition. Je vais supporter, pas seulement la frustration qui est de bonne guerre, parce que ça c'est la vie, je vais supporter la punition, je vais supporter la privation, et pas simplement quelque chose de banal, je vais supporter la privation de ma pensée d'abord, mais ensuite de mon identité. Je laisse quelqu'un savoir qui je suis. C'est bon. Là, vous devriez déjà tous être. Donc là, bien sûr, je vais finir par ignorer quelque chose qui m'est spécifique. Je vais supporter des abus, du jugement, de la condamnation, de toutes les formes de violence que j'ai déjà énumérées, mais qui vont encore plus loin sur mon territoire, ma bulle, mon intégrité, mon intimité. Hein, tout ça.
Et donc, bien sûr, on est du côté aussi de quelque chose d'incestuel ou d'incestueux. On touche à ma vulnérabilité, on touche aussi à ma dignité de personne. Alors, les outils, c'est intimider, menacer, humilier, ce qu'on a vu, accuser, reprocher, contraindre, convaincre, séduire, flatter, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, on va le retrouver là, à la puissance 10. Ce que ça va provoquer, de la même façon tout à l'heure, déstabilisation, confusion, là, ça va provoquer de la possession, de la dévoration jusqu'à l'aliénation. Et c'est là que nous sommes étonnés, enfin que nous avons le choc de voir que quelqu'un auquel nous prêtions à juste titre de l'intelligence, du discernement, enfin je pense à des personnes bien, de voir ces personnes qui avaient trouvé une posture dans la vie avec du sens critique, que ces personnes ont pu être dans une régression, c'est bon que je n'ai pas encore dit, régression au point d'abandonner tout ce capital pour évidemment être sous emprise. Que ça, une emprise conjugale, une emprise sectaire, une emprise politique, une emprise n'importe, après, qu'importe, enfin je veux dire, je ne vais pas préciser parce que je préfère parler non pas du cadre, mais de cette expérience, évidemment, d'abandonner quelque chose de soi pour être pris en charge, faute d'avoir développé une forme d'estime de soi, et c'est la raison pour laquelle, je répète, cessons de confondre estime de soi et confiance en soi. La personne a pu développer la confiance en soi, en elle-même, sans avoir été suffisamment attentive à travailler sur la honte, vous le savez, et donc à ne pas avoir suffisamment soit réparé, soit développé cette estime de soi sans laquelle la vie est un enfer, et surtout les autres, effectivement, nous repèrent comme des proies faciles. Le prédateur va d'abord repérer ce déficit d'estime de soi, cette blessure de honte, et va savoir que c'est royal, voire royal, pour mettre quelqu'un sous emprise. Donc le masque est encore plus fort, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Le masque, là, il est en place avec... tout est en place pour séduire, au sens premier de séduire, détourner la personne d'elle-même, détourner de sa famille, détourner de ses convictions, détourner pour en faire un objet. Hein. Donc là, vous voyez bien, sous emprise, c'est faire de l'autre un objet de satisfaction, d'emprise, d'obéissance, de soumission, etc. etc. Ça devient un objet. La personne n'existe plus comme sujet du tout, elle devient un objet transitionnel, un objet d'échange, enfin, toutes ces choses qui sont redoutables. Et ça peut être aussi les enfants sous emprise dans un couple qui oublie les enfants pour continuer à faire une guéguerre. Hein. Les enfants sont pris en otage aussi là. Ils existent comme témoins à peine, mais ils sont sous emprise avec la peur, la terreur surtout. Donc dévoration, possession, aliénation. Voilà, et là aussi, tu ne m'aimes pas, hein, jouant sur la peur de l'abandon, la honte et l'injonction n'existe pas, qui sont les trois points de vulnérabilité qui rendent possible cette emprise. Alors, toujours à propos de ce tableau, dans Surprise, j'ai identifié, à vous avez raison, d'ailleurs c'est aussi mon observation, cette surprise, ça va jouer sur la peur. L'autre a peur. Peur de perdre, peur de manquer, surtout. Là, on va jouer dans le mépris sur la colère. La personne va être en colère, on pense à ma place, je ne comprends pas, etc. Donc, quelque chose, notamment faire obéir, faire comprendre, faire parler. Et donc, là, ce qui serait important pour sortir de cette méprise, c'est de sortir déjà de la méprise entre violence et colère, entre plutôt violence et protestation. Hein. C'est si je muscle ma capacité à protester, je vais passer du côté de sortir de cette confusion et je vais pouvoir ne plus pratiquer la violence parce que j'aurai cette possibilité non plus de contrer l'autre d'abord, mais de défendre mon territoire. Hein. La violence, c'est détruire l'autre, la protestation, c'est exiger qu'on respecte le mien, mon territoire. Là, quand je parlais d'emprise, donc là, le risque, la peur, colère, ici, ça va être plus fortement lié à l'injonction qui n'existe pas, donc ça va être l'inhibition. Inhibition, on l'a vu, de l'action ici, inhibition de la pensée, et là, on va avoir inhibition même de l'émotion
et de la sensation d'exister. Donc la disparition, avec le risque de la disparition. Et puis, donc, ce que j'ai mis là, maintenant, avec le 4e registre, c'est la hantise. Et là, ça me permet aussi de continuer à explorer ce qui se passe dans cette emprise. L'emprise, elle peut être relationnelle, c'est ce qu'on voit donc, avec les exemples que j'ai donnés, mais elle peut aussi être transgénérationnelle. Elle peut être quelque chose, évidemment, qui a à voir avec tout ce sur quoi nous travaillons quand on travaille sur l'arbre généalogique. C'est, alors, à ce moment-là, ça va être une rencontre aujourd'hui entre vampires et fantômes, mais tout ça, ça va être la rencontre aussi en amont d'une famille de type vampire, on voit ça en médecine chinoise aussi, et une famille du type fantôme. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, le vampire va être là incarné avec du sang, des poings qui tapent sur la planche, enfin, avec une grande gueule, avec une grande voix et avec une toute-puissance affichée, alors que du côté du fantôme, avec la hantise, le fantôme, lui, a disparu et qu'aujourd'hui, la personne que j'ai en face de moi, un peu palichonne, dyslexique peut-être, avec d'autres comportements comme ça qui disent une forme de disparition, elle va être le porte-manteau de quelqu'un qui n'est pas reconnu, qui n'a pas été reconnu, ni vivant, ni mort, ni enterré, ni célébré. Et c'est ça la grande différence. Donc là, on a bien aussi une forme de disparition, mais que quelqu'un porte. Donc quand j'avais comme rien, comme moi et comme objet, et là je vais être, la question c'était comme qui, point d'interrogation. Hein? Quel est ce fantôme qui continue à circuler et qui fait que des personnes vont être prises en otage pour le signifier. Donc là, on a vraiment la violence de la hantise. Et c'est l'inconscient familial qui en a mais c'est pas si simple. Il y a des logiques très très fortes. Oui, ça dépend. Enfin, après, ça c'est passionnant. On voit que il va y avoir des correspondances. L'ordre d'arrivée dans la fratrie, c'est porté par les prénoms, par l'âge de la naissance ou l'âge d'un accident. C'est tout ce qui est passionnant quand on travaille sur l'arbre. Mais la hantise, ça dit bien ce vide là, qui est très troublant, et que de faire cette hypothèse de la rencontre, de la transmission de ce porte-manteau là, et ensuite de la rencontre avec des vampires, c'est juste lumineux pour beaucoup de choses. Et ça donne du sens à ces troubles là. Ne serait-ce que, par exemple, quelque chose de banal, la dyslexie. Depuis que j'ai découvert ce lien, on voit bien que la dyslexie, pour moi, est un symptôme qui n'est pas forcément à traiter, parce que c'est un don, la dyslexie, mais qui va donner l'indication d'un deuil qui n'est pas fait. Quelqu'un qui a disparu, un enfant qui n'a pas été nommé, ou qu'on a caché, ou quelque chose d'une honte, donc un secret. C'est toujours en relation avec le secret. Donc je dis, comme qui, mais ça pourrait être la question, quel secret qui va faire, évidemment, qu'un enfant de la fratrie n'a pas pu complètement investir son identité, n'a pas pu habiter sa maison, n'a pas pu recevoir un prénom qui lui appartienne en propre. Et donc, soit, ce qui m'a l'impression, c'est travailler sur les pronoms, bien sûr, mais travailler sur toutes les dates, travailler sur les pathologies, mais aussi les lieux de pathologie. Hein, est-ce que c'est la gorge, est-ce que c'est la tête, et c'est comme ça qu'on peut prendre un réflexe de deviner ce qui a pu se passer, une amputation, une maladie particulière, une cécité par exemple, ou une surdité. Parce que tout ça indique cette hantise, qui est donc une violence, mais qui n'est pas reconnue et étiquetée comme telle. Hein, c'est une violence, mais on ne pense pas à ça d'abord, on pense à pathologie, ou on pense à déficit. Et là, ce serait l'arrêt je pense que ce serait l'arrêt de quoi, là? De la circulation de l'énergie. C'est comme la sève s'arrête dans l'arbre. C'est pour ça que la branche ne va pas être nourrie par la sève. Et ce qui est magique, c'est de voir qu'au moment où au moins on interroge l'arbre, tout à coup la sève se met à circuler à nouveau. Alors en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que le moment où j'ai commencé à travailler sur cette question-là, je me souviens très bien, c'était au moment où j'étais encore en milieu hospitalier, en travaillant en obstétrique, et que les médecins posaient la question, comment se fait-il que ces femmes qui vont bien, pour tout est en règle, n'arrivent pas à avoir d'enfants? Et en fait, c'était vraiment une façon d'interroger la sève qui ne montait pas jusqu'à la branche.
Et c'était extraordinaire, ça a été pour moi un moment d'aventure fabuleux, de voir que ce questionnement qui renvoyait la personne, non pas à son ventre et à un médecin obstétricien, etc., mais à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents sur un arbre, c'est ça qui permettait tout à coup à l'énergie de circuler à nouveau dans l'arbre. Et donc d'éviter la violence qui avait été vécue dans l'arbre et dont la personne était porteuse. Donc c'était la stérilité ou l'infertilité qui nous avait mis la puce à l'oreille. Donc comme qui, là, donc là, bien sûr, on a sans, SANS, mais sans SANG, on peut continuer à délirer comme ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, je parlais de masque, mais là, le masque peut faire peur parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait un visage derrière. Hein, c'est quelque chose qui pourrait être un masque blanc, absolument comme quand on représente des fantômes, c'est aussi cette forme qui n'a pas vraiment un contour et qui est blanc, et on ne sait pas ce qu'il y a sous le drap. Hein, peut-être on voit. Donc c'est... ça fait penser au film de Frangé, les yeux sans visage, ou est-ce que c'est le visage de quelqu'un d'autre qu'on va découvrir? Quel est ce visage derrière ça? Alors, quand je parlais d'un de mes titres tout à l'heure, je parlais du doute au dogme, et là, ça disait bien le doute ici, où le dogme se rend prise. Hein. Le doute, la surprise. Et puis là, j'avais dans la méprise la toute-puissance, je sais mieux, c'est moi qui décide, etc., tu vas faire comme je veux, avec là, l'impuissance dans la hantise, hein, qui se croise, comme ça. Oui, ce que je n'ai pas suffisamment dit là à propos de la hantise, on a bien sûr, encore plus fortement que dans l'emprise, fixité, paralysie, hein, je parlais des symptômes, le vide, et des personnes qui disent « je suis condamnée ». Ou bien, je vois ça aussi chez des enfants, enfin des adultes qui ont été des enfants dont la mère est morte en couche, ou bien dont au moment de la naissance il y a une hémorragie, et ce sont des personnes qui ont intériorisé, ça je parlais de sang aussi, qu'elles étaient elles-mêmes dangereuses. Et c'est pas seulement n'existe pas, mais ne t'approche pas parce que tu es porteur d'un danger. Et donc là, on a vraiment cette idée de je suis condamnée, sans procès, sans jugement, sans rien, je suis condamnée de fait. Et donc encore une fois, ni vivant ni mort, et rencontre entre le vampire. Mais ça, je le développe plutôt dans la conférence sur les manipulations. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore posé ou dit ou redit? Oui, je suis passée un peu vite tout à l'heure sur un autre tableau que je propose dans une autre conférence, sur les violences qui sont physiques ou psychologiques et manifestes ou subtiles. Hein, c'est important. Quand vous êtes dans un train ou dans un avion et que la personne déborde un petit peu, je parle souvent de cet exemple, c'est physique et c'est subtil. Elle n'est pas en train de vous donner un coup. Enfin, elle peut vous en donner un, mais ça c'est une autre dynamique. Donc ça m'intéresse de voir finalement comment nous passons là de l'explicite à l'implicite. J'avais mis en psychologique subtil, bah oui, de parler devant les enfants d'une famille dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Hein, on parler anglais alors que les grandes personnes savent parler anglais, mais pour faire comme si on pouvait faire qu'ils n'entendent pas, alors que les parents qui disaient ça, on avait tout à fait compris avec mes frères, mais enfin ils continuent à croire que ça a évité de comprendre. Et c'est une violence, ça? Ben oui. 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 Pour moi, oui. C'est quand même une façon de prendre du pouvoir. Tu pourrais dire laquelle? Bah, de parler devant les enfants d'une langue qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on me dit, mais moi, ils sont bêtes, tu vas apprendre leur langue. Ah oui, non, mais ça c'est la façon dont, grâce à notre bonne nature et à notre intelligence, nous allons dresser. Il n'empêche qu'au départ, c'est une violence. Oui. Enfin, pour moi. Enfin, ça dépend de l'intention après. Oui, si c'est pour l'apprentissage. Ah non, ben, oui, non, mais bien sûr, là je ne parlais pas d'un apprentissage, oui, je parlais d'une réserve. Oui, bien sûr, merci. C'est l'équivalent un peu au silence. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent, c'est ça, c'est la même chose, oui. Physique, subtile, c'est aussi la fumée des autres.
le tabac, ça. J'avais marqué aussi... ah oui, on peut voir parler trop fort, mais aussi parler trop bas. Parler trop bas est une violence. Ou ne pas articuler. C'est obliger l'autre à faire des efforts pour comprendre. On ne s'est pas posé comme tel. Bien sûr, comme physique manifeste, c'est le bizutage, certaines mutilations, des rituels, certains régimes aussi, certains soins pour les femmes. Ensuite, j'avais marqué, oui, dérision, ça on l'a vu. Et puis, alors oui, qui serait psychologique subtil, toutes les croyances qu'on nous a assénées, quand on est une femme, on n'a pas à faire ci ou ça, on n'a pas à travailler, oui, il faut s'arrêter au moment où on a des enfants, c'est pas compatible, les enfants vont être malheureux ou délinquants, s'il y a un travail, toutes ces choses, voilà. Toutes les croyances, hein, toutes les... Alors là aussi, c'était des croyances, ça aurait été bien que nos parents nous disent, ben ça c'est ce que je crois, et c'est pas une vérité. Tu peux, toi, en avoir une autre. Tu peux la contester, tu peux, voilà. Tu peux même la refuser, la rejeter. Et puis, deux mots que j'aime bien aussi citer dans ces circonstances, c'est raquette d'harmonie et raquette d'insatisfaction. Le mot raquette étant vraiment bienvenu ici dans notre travail. Hein, le raquette d'insatisfaction, qui est une des pires violences, c'est une des façons de manipuler, qui est prête à l'emploi et qui marche à tous les coups. Quoi que tu fasses, ça ne me va pas. Je ne suis pas content, j'aime pas. Et j'ai bien décidé que je ne m'occupe pas de ce que j'aime ou pas, mais je te dirai non, j'aime pas ça. Donc toi, tu vas être surtout vouloir me faire plaisir, et moi, je vais juste refuser tout ce que tu me proposes. Raquette d'insatisfaction. Et raquette d'harmonie, c'est au pôle opposé. C'est ah non, mais la vie est belle, les gens sont gentils, tout le monde il est bon, tout le monde est gentil. Donc un refus d'être dans ce minimum de principe de réalité, de voir que les choses ne sont pas si simples. Certaines radios aussi médicales. Est-ce que croire en l'univers serait un racket d'harmonie? Non. 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 C'est une façon d'être au monde. Racket d'harmonie, c'est vraiment quelque chose où je veux faire entrer l'autre pour éviter moi de faire le deuil d'une vie harmonieuse, de gens qui seraient uniquement généreux et bons, etc. Donc je suis en train de réduire aussi ma capacité à être au monde et à réduire ma capacité à rencontrer les autres dans cette réalité. Et je leur en veux de ne pas voir les mêmes choses de notre moi. Le retard systématique aussi est une violence. C'est une violence dans le sens où c'est pas respectueux, donc c'est une violence? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas que c'est pas respectueux. Dire que c'est pas respectueux, ce serait une interprétation. Mais ça peut être mon intention inconsciente, hein, bien sûr, d'exercer du pouvoir, d'exercer une violence, d'exercer quelque chose en plus. Mais je dirais pas... Enfin, faire une interprétation, ça serait passer de l'inconscient au conscient. Et ça, je voudrais pas. Ce serait une violence en retour. Tu le fais exprès, ou c'est toujours comme ça. Mais c'est une lecture du retard. C'est le désir de se faire attendre? Non, ça, ce serait aussi une interprétation. Non. C'est que la situation où un retard est systématique peut être vécu par l'autre comme une violence, mais de son fait, pas de l'intention de celui qui arrive en retard. Et ça, la grande différence, et ça rejoint ce qu'on distinguait grâce à ta question de tout à l'heure. Oui. Oui. Je peux mal le vivre parce que ma façon d'être au monde fait que mon besoin de sécurité passe par la ponctualité, mais les autres n'ont pas forcément à se soumettre à ça. Voilà. C'est à moi ensuite de savoir aménager ma vie, mes relations, en tenant compte, j'ai envie de dire, de ma névrose et de celle des autres. Mais alors du coup, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'est un retard qu'est-ce qu'est une violence dans le retard systématique? Pour moi, si je le vis comme tel, c'est l'interprétation que je fais entre moi et moi, mais pas de ce que l'autre a comme intention. Ça, c'est toute la puissance de la communication responsable. Je rappelle que l'atelier, c'est mardi prochain. Ça peut être aussi une intention délibérée. Oui, je bien suis sûr. important, oui, donc j'arriverai bien toujours. Sûr, bien sûr. Mais ça, je parle à ce moment-là d'une intention
plus consciente. Alors que nous sommes tentés, c'est très juste ce que vous dites, mais nous sommes tentés d'interpréter le retard de l'autre comme dirigé contre nous, alors que c'est pas... Enfin, je pense que dans 9 cas sur 10, la personne peut être aussi dans un comportement névrotique qui lui appartient. Voilà. Et j'ai juste à faire une part belle aux névroses de chacun. Je pensais aussi, ah oui, une autre violence qui me touche infiniment, c'est le choix des prénoms. Sans aller jusqu'à Ikea, parce que il a été difficile à monter, à mettre en route ce bébé. Bon, enfin, là, vraiment, on est dans l'extrême. Mais enfin, il y a quand même des prénoms qui nous font tordre un peu, et dont je me demande quand même comment ils ont été acceptés. Je ne citerai rien, évidemment. Oui. Moi j'ai une question oui. Sur les prénoms justement, quand tu disais aussi avec le côté de l'arbre généalogique et oui. tout ça, qu'est-ce que tu fais quand, moi ça me questionne quand on me dit que dans une autre culture, dans les traditions, tu donnes, est-ce que c'est par rapport à nous, notre cadre de référence ici, tu vois, ou par exemple, je pense à... Donne un exemple. On m'a dit pardon, dans la culture libanaise que ça se fait beaucoup de donner le prénom, par exemple, du premier fils, de donner le prénom du grand-père. Oui, de génération en génération. Ça se passait encore il y a très peu de temps et ça se passe encore aujourd'hui. En premier prénom. Oui, oui, bah ah ouais, d'accord. Et ça, comment tu... Enfin, en fait, ma question c'est, est-ce que ça peut être, tu vois, dans l'arbre et tout ça, la même chose, ou est-ce que c'est une question de culture? Non, pour moi, je l'interprète plutôt là comme une façon d'inscrire cet enfant dans un clan. Et je préfère, même si c'est pas forcément agréable pour l'enfant en question, hein, c'est pas ça, mais on n'est pas là dans cette séduction, mais ça veut dire, et surtout, enfin, c'est pour ça que je crois que c'est plutôt le père de choisir le prénom, parce que ça veut dire je t'inscris dans ce clan, dans cette famille, et après ça sera ma charge de socialiser, de t'introduire dans le monde. Et là je parlais plutôt de jeux de mots, de choses un peu risibles, ridicules, ou de jeux discutables avec le patronyme aussi. Voilà. Quand il y a une rencontre un peu difficile entre les deux. Bon, toutes ces choses, je trouve que là on est dans la violence, et qui n'est pas toujours reconnue comme telle. Okay, donc masqué par... attendez, je vais retrouver si j'avais une petite chose que je voulais dire. Si vous avez une question, bienvenue. Oui, le mot que je n'ai pas prononcé là, c'est le mot de pervers. Et c'est ça que je voulais dire aussi au moment où on parlait des films, qu'il y a des films brutaux, il y a des films gore, mais il y a le pervers, et je pense que c'est ce que je me serais permis aussi de trouver comme qualificatif pour le film, notamment celui qui m'est revenu, mais j'en avais d'autres, La famille Bélier. Il y a quelque chose de pervers. C'est donner à voir quelque chose qui est nettement violent, mais sans la légende. C'est-à-dire que, bon, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et en fait, c'est ça que ça fait. Donc pervers, vous vous souvenez, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la toute-puissance du désir de l'un, qui va faire la disparition, qui va majorer quelque chose qui est déjà en place chez l'interlocuteur, avec les 3 caractéristiques, que vous allez les citer parce que vous êtes de bons élèves. Pervers, on reconnaît parce qu'il y a 3 choses. Il s'excuse jamais. Ni pardon, ni merci. Ni de quoi tu as besoin. Ni de quoi tu as besoin. Bon, est-ce que c'est bien clair donc de l'explicite à l'implicite, hein? Là on a le masque, là on a parole, je suis désolée pour vous, et discernement. Et là, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Pour passer de l'explicite à l'implicite, on a bien sûr ce qui est dû, ou supposément dû, et le contraire du deuil du dû. On a tous les dénis, tous les doubles fonds, hein, qui justifient, expliquent, valident, etc. Et on a bien sûr les injonctions dont je parlais tout à l'heure, avec surtout le n'existe pas, ne pense pas, ne sache pas, ne dépasse pas, ne sois pas en bonne santé, toutes ces choses qui vont être effectivement pas dites explicitement, mais qui vont être passées de façon implicite dans les messages de double fond, bien sûr. Voilà, ça je l'ai dit. Et donc, toujours sensibilité, perspicacité. Non, je crois. Je regrette de ne pas avoir été plus
plus riche d'exemples de films, alors que je l'avais énoncé tout à l'heure pour un autre travail que je fais. Ah, mais oui, je redis que les 3 auteurs dont je voulais parler, c'est bien sûr Adélaïde Bon. Bon, j'espère que vous l'avez lu, acheté, offert à vos amis, avec donc La petite fille sur la banquise, à lire absolument, qui rejoint bien sûr les chatouilles qui sont sortis ce soir et qui vont être sur les écrans à partir de demain. Oui, c'est un film qui a été tourné. Donc on est dans la même dynamique, de dénoncer les violences les plus graves, mais les plus planquées. C'est quoi les châteaux? Les chatouilles. Ah, les chatouilles, avec André Rabescon, bien sûr. Alors qu'Adélaïde, oui, c'était une pièce de théâtre, ensuite ça sort là, et donc ça, bon, la pièce de théâtre. Et voilà, et à la pièce de théâtre que nous avons vue plusieurs fois à plusieurs, quand même, qu'est-ce qui se passe quand, dans la salle, il y a des rires, à des moments. Et là, la question à nous poser, on va dire que c'est un rire nerveux, évidemment, c'est ce qu'aurait dit ma maman, mais c'est qui est-ce que je suis en train de protéger quand je ris en étant témoin d'une violence? Est-ce que je suis en train de protéger mes parents qui m'auraient imposé la même violence? Voilà, c'est ça en fait. Je protège toujours quelqu'un. Et ça, c'est superbement explicité par Alice Miller dans tous ses livres. Dans les 15 livres, c'est ce qu'elle dit tout le temps. Et elle c'est un mot que je n'ai pas suffisamment dit, et elle insiste beaucoup, surtout sur la circulation, à la fois au temps présent, mais la circulation transgénérationnelle de la violence. C'est ma violence, alors ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure, bien sûr, Patricia. Moi, je ne crois pas qu'on arrive avec de la violence, on arrive avec un potentiel d'agressivité qui nous permet de défendre le territoire et de faire comme les petits animaux dans les films animaliers, de montrer que je suis puissant et fort, etc. Et que cette violence dont nous parlons là, elle est toujours pour moi transgénérationnelle. Donc, et ça, c'est vraiment Alice Miller qui l'a exprimé le mieux possible, avec bien sûr C'est pour ton bien, L'enfance aux terreurs et tous les autres livres. Elle montre bien que notre responsabilité, c'est bien sûr, comme nous le faisons ce soir, identifier, repérer, débusquer, dissocier toutes ces violences, pour ensuite les traiter, et pour ensuite être capable de passer de règlements de compte permanents avec ceux qui nous entourent à des relations de santé, des relations saines, des relations où je sois avec vous Valérie et non pas en train de projeter sur vous ma mère, ma grand-mère, ma tutrice, etc. C'est ça, c'est traiter ces violences, nous en débarrasser dans des lieux faits pour ça, comme nous le faisons effectivement dans les travaux, dans les différents travaux ici et ailleurs, au lieu de continuer à avancer dans la vie avec toutes ces choses arseniques et poisons et à chercher les meilleures occasions de passer de refiler à la patate chaude ou de nous délivrer de ce poison en empoisonnant les autres. Et donc c'est ça qui peut nous faire espérer des jours meilleurs, parce que la PC est quand même contestée, mais ce que je trouve quand même intéressant, c'est quand je parle d'explicite, c'est quand même tout le travail que nous avons à faire, parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, on justifiait la torture, il n'y a pas encore si longtemps, on justifiait la peine de mort, il n'y a pas si longtemps, on justifiait la fessée, il n'y a pas si longtemps, on justifiait toutes ces violences éducatives ordinaires. Et, enfin, je parle aujourd'hui comme si on était complètement livrés. Non, il y a encore aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de personnes qui continuent à contester, et que ce qui me soulage un peu quand je les entends nier ces évidences, c'est de penser qu'elles sont encore plus filles ou fils de parents qui ont été eux-mêmes dans cette violence que prêts aujourd'hui à discuter d'une réalité remise en question. Donc chaque fois que je suis dans le déni de ces violences, je suis davantage encore happée dans l'obligation supposée ou la mission de protéger mes parents, de ne pas les remettre en question et de penser que quand même, peut-être que ça a été de la violence, mais quand même c'est ce qui m'a permis de me construire, d'être aujourd'hui une adulte et patati patata. Parce que je veux dire que c'était un enfant épouvantable. Oui, d'abord, je méritais bien les fessées. Je méritais bien, ça c'est vraiment le poison. Voilà. Au-delà de ça, il y a aussi une remise en question même de la société. Bien sûr, bien sûr. Je trouve bien que sûr. Tout d'un coup, mais évidemment. tout en question, Voilà. qui a fait, mais quand même, c'est que la chose que nous pouvons faire au quotidien, s'il nous arrive évidemment, de refiler la patate chaude et d'avoir un geste violent, c'est tout de suite de dire à la personne, quel que soit son âge, son statut, etc., ce n'est pas en raison de ce que vous avez fait,
que je suis coupable de ce geste. C'est en raison de ce que moi, je transporte encore comme violence. Ce n'est pas à cause de vous. De dire à un enfant, ce n'est pas à cause de ce que tu as fait comme bêtise ou comme désobéissance, etc., que tu as reçu une fessée. Cette fessée, c'est quelque chose dont je me sens coupable, me porte coupable, parce que je ne suis pas encore libérée de toutes les violences que j'ai subies. C'est la première chose à dire. C'est une façon de légender. La douleur reste, mais la destruction disparaît au moment où je fais amende honorable, et je peux proposer d'ailleurs une réparation selon les codes, etc. Et ça, bienvenue à Alice Miller pour nous souligner à toutes les pages que la violence n'est jamais due à ce qui se passe aujourd'hui, mais est toujours le fruit, effectivement, mauvais fruit de quelque chose que je n'ai pas encore pris les moyens d'expulser, dont je n'ai pas pris les moyens de me délivrer librement, en toute impunité, voilà, au lieu de prendre les autres en otage. J'ai une question à vous poser. Quand quelqu'un vous raconte une violence qu'il a subie, oui, on devient témoin de la violence, mais est-ce qu'on vit aussi un peu la violence à travers ça? Non. Ça dépend. Ah. Non, non, ça dépend. Et c'est vraiment intéressant comme question, parce que, c'est ce que je dis beaucoup dans les groupes, quelquefois je peux arrêter la confidence, parce qu'à ce moment-là, je sens que la personne me sollicite en témoin impuissante d'une violence, donc elle revivrait, c'est ce que j'appelle aussi érotisation de la douleur, ou ça peut être l'expression de quelque chose, d'une expérience, en me demandant à moi d'être personne témoin. Mais la musique va être différente, la relation va être différente, c'est quelque chose que nous avons à repérer. Mais entre enfants, mais même chose, oui, même chose, oui. Je fais là... mais c'est encore une fois mes antennes qui vont m'indiquer. Est-ce que je deviens partenaire de cette violence ou est-ce que je suis témoin, ce qui va permettre à la personne de prendre un peu de recul et d'avoir donc le réconfort de cette écoute-là, de cette attention. Mais j'aime beaucoup cette question, parce que nous sentons bien, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel, un moment où tout à coup, il y a une prise d'otage, une complaisance. C'est un peu dur à dire, mais il y a un surdétaillage qui n'a rien à voir avec ce besoin de poser quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve La petite fille sur la banquise tellement riche, tellement forte, parce qu'il y a des précisions, etc. Il n'y a aucun mot de complaisance. Il y a vraiment rendre compte d'une violence subie par des milliers d'enfants et qui n'ont pas eu la chance, effectivement, d'avoir de porter plainte. Enfin, c'est extraordinaire ce livre. Et surtout, avant de lire le livre, allez retrouver l'émission, donc La Grande Librairie, où elle est interviewée par François Bunel, et c'est extraordinaire. Quand elle parle des méduses, enfin, c'est vraiment... c'est fabuleux. Et moi, je l'avais lu, puis j'ai entendu cette femme, elle a parlé d'ailleurs dans différents lieux à Paris, et j'ai relu le livre, et ça lui donne une autre épaisseur encore, quand on l'a vu. Cette femme extraordinaire. Et donc les deux autres auteurs sont alors c'est bien sûr Oméra Sellier, qui a écrit aussi avec Serge Garde, Oméra, H-O-M-A-Y-R-A, Sellier, S-E-D-Z-E-1, et avec Serge Garde, le Serge Garde étant l'auteur de Outreau, l'autre vérité, et c'est avec lui qu'on a créé donc le collectif Le déni, ça suffit, voilà, qui parle justement du déni, de toutes ces violences qui continuent. Et c'est alors les livres de Oméra Sellier et de Serge Garde, il faut vraiment s'accrocher, parce que c'est vraiment nous rendre compte de toute cette violence. Et surtout, si je devais rendre plus spécifique l'apport de Serge Garde et d'Oméra Sellier, c'est l'impunité des prédateurs, c'est l'impunité des criminels, et notamment de la pédocriminalité, et c'est ce sur quoi elle insiste. Mais enfin, quand je lisais ces livres, mes enfants me disaient « Mais maman, t'es toute pâle !» Tellement c'était vraiment des chocs. Mais bon, je vous remercie de votre attention et je vous invite, avant de vous libérer là, vous dites juste là. Bon. Sinon, vous le trouverez plus précisément sur la petite vidéo que j'ai faite hier. Voilà. Et sur de Adélaïde Bon. Méloën. Oui, oui. C'est la petite fille ou la petite fille sur la banquise. La petite fille sur la banquise. Vous savez que je vais vous imposer là de...
Et le Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, bien sûr, Delphine de Vigan. Bien, merci. Oui. Ouais, j'en ai plus. Et puis surtout, surtout Andrea Bescon, avec sa pièce Le Château. Ouais. Donc j'avais un peu peur du film que ça pouvait avoir donné, mais une référence à mes yeux, elle avait vu en avant-première, elle m'avait dit que ça valait la peine. Le film. Alors j'avais un peu peur, je trouvais tellement extraordinaire la façon dont Andrea Bescon jouait avec Eric, avec son mari, avec son mari, comment ils sont extraordinaires. Toi, t'as pas encore vu le film, Aliette? J'ai pas vu, non. J'ai une amie qui l'a vu et qui m'a dit que ça valait la peine. Parce qu'elle avait aussi peur que moi de sorte de perte de quelque chose de cette intensité de la pièce, que j'ai vu plusieurs fois. Merci donc de me donner chacun votre mot, selon la tradition. Un mot positif. Les personnes témoins qui empêchent la douleur de devenir destructrice. Voilà. Ça sera la légende. La légende. Merci. Violence transgénérationnelle. Je rappelle que demain matin à 9h ici, il y a le débat avec petit déjeuner. Je vends mon article. Et jus de légumes. Waouh! Oui. C'est le racket d'insatisfaction. Bien. Oui. Je veux dire le souci de l'autre. Souci de l'autre. On aurait de perspicacité et puis altérité en utilisant aliénation. L'aliénation, par exemple, sur certaines municipalités. Oui, d'accord. Le souci que je peux avoir de l'autre, il est de qualité. Si moi, d'abord, j'ai commencé par me respecter et prendre souci de moi, sinon ça devient du sauvetage. Oui. Et c'est approuvé par vous, Patricia, donc c'est bien. Que veut dire son mot? Conquête de l'altérité. Conquête de l'altérité. Légitimité. Légitimité. Ah, bah, je vais dire aussi réparation, dont je n'ai pas parlé. Il y avait personne témoin, mais aussi réparation. Oui. Et pourquoi est-ce que j'aurais sauvé l'autre? Bah, c'est la définition même. Pour éviter de prendre soin de moi. Je vais rentrer dans le triangle, ça va être un jeu psychologique et je passe par la porte du sauvetage. Là, j'ai tous les modèles en rayon. Ça, c'est bien. Votre mot, Sylvie? Que je vous vois disparaître dans le canapé, mais que nenni, je vous ai à l'œil. La demande, c'est un mot qui représente une chose que vous avez entendue différemment, ou avec quoi vous partez pour vous aider sur la route. Marine? Raquette d'harmonie. D'accord. Être vigilant à l'autre. D'accord. Et le vertige des masques. Oui. Il n'y a rien derrière le masque. La hantise. Moi, je dirais une prise de conscience pour guérir et du coup transformer, enfin changer. On va distinguer. Distinguer. C'était mon mot de départ. D'accord. Comme ça, pas fatigant quand même. Non, mais non. Je vais dire réparer aussi, Aliette. Que Je vais dire réparer aussi. Réparer. Et ça, c'est vivre. Et Marie-Laurence, vous avez dit quoi, vous? Vous croyez pouvoir éviter? Vous ne sortez pas d'ici avant de trouver un mot. Oui, je me souviens plus de ce que j'ai noté, mais c'était en gros les belles et les grosses des autres. Oui. Voilà. Ah oui, allez. Allez, d'accord. Votre mot. Ça vous engage à rien du tout. Ça vous donne juste une possibilité de sortir. C'est assez superficiel, mais je dirais le respect parce que je l'avais jamais entendu définir de cette façon-là. Ah oui, d'accord. Et en fait, j'étais jamais venue, mais j'avais vu la conférence sur la fatigue. Oui. Et il y avait d'autres références au respect. Enfin, c'était pas annoncé de la même manière, donc c'est bien de voir que c'est un mot qui peut prendre plein de formes, mais qui est toujours très juste. C'est pas Par rapport, enfin, il y a plein de choses, mais
la sécurité. Non, non, la sécurité, le fait qu'on a tous besoin de sécurité. Oui. Et que vous le justifiez. D'accord. Moi, je vais dire permanence. Permanence, oui. Je crois. Ça m'a échappé, donc oui, maintenant.